à notre podcast 4e de couverture. Oui, donc aujourd'hui, un épisode un peu différent que d'habitude, mais que je pense Oui. qu'il va vous intéresser. On va parler vraiment des tropes, il y a pas tant un mot en français qui décrit actuellement. Ben, Vraiment, c'est quoi? j'ai trouvé que c'était comme les thématiques, mettons. Ben, les c'est comme des thématiques, ben pas clichés, là, mais c'est ça. Il va y avoir certains, quand on va vous les expliquer, vous allez plus comprendre qu'est-ce qu'on veut dire, là, mais c'est ça. C'est comme des thèmes qui peuvent se retrouver dans différents livres, comme des clichés un peu qui reviennent dans différents livres. C'est ça. Souvent, c'est un peu ce qui va guider. Ben, souvent, ça va venir un peu en lien avec la romance, veux pas, là. C'est comment la romance va être introduite puis tout ça. C'est ce qui fait en sorte que les histoires, finalement, sont pas répétitives parce que ça va venir d'une différente façon. Puis, ben, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'on en parlait, là, veux pas, un peu déjà dans nos podcasts sans nécessairement l'avoir expliqué en tant que tel chaque trope. Fait qu'on s'est dit, ben, pourquoi pas faire un épisode là-dessus? Ça pourrait être le fun. Puis justement, on a plein de suggestions pour un peu plein de tropes différents. Ça se peut qu'il y en a qu'on n'ait pas parlé parce qu'il y en existe comme tellement plein, là. Exact, mais c'est sûr, là. Les principales, je pense qu'on va les avoir pas mal dit, puis on pourra peut-être parler de c'est quels nos préférés. Puis, oui! Ben, c'est sûr. Puis, tu sais, il y a des tropes qui sont un peu plus classiques que d'autres aussi. Il y en a qui sont un petit peu plus dark, qu'on n'a pas nécessairement de suggestions pour vous, mais on va quand même les survoler. Puis vers la fin aussi, on va faire une petite différence entre les tropes, c'est-à-dire les thématiques, et les triggers. Fait que tu sais, les trigger warnings, parce que c'est pas la même chose, ça. Ça peut être vraiment important de regarder ça, surtout pour, ben, chaque personne a un vécu différent finalement. Fait que tu sais, il y a des histoires justement qui se prêtent un peu moins à chacune des personnes. Il y en a justement que des triggers qui vont déranger certaines personnes, il y en a d'autres que ça leur dérangera pas, fait qu'on va plus vous expliquer ça là, vers la fin. Mais on va commencer par notre trio. Ben oui, c'est notre tradition, faut qu'on continue notre trio. Oui. Fait que dernière lecture, moi, dernière lecture que j'ai terminée, c'est One of Us is Lying. Ouh! Que j'ai enfin lu, parce que ça fait longtemps, ben ça faisait au moins plus qu'un an, je l'ai acheté. C'est Karen McManus, me semble son nom. Quelque chose comme ça. Ouais, en tout cas, si je me trompe pas, c'est ça son nom. Fait que c'est comme un livre un peu comme mystère, suspense, jeune adulte qui se passe au secondaire, où c'est qu'il y a comme 5 personnes qui vont dans comme le local de quoi genre detention en retenue. En retenue, c'est ça. C'est 5 ados qui se retrouvent en retenue justement, mais comme pour une raison un peu bidon. En tout cas, si vous lisez le livre, vous allez comprendre. C'est comme un peu les 5 clichés des comme typiques secondaires. Fait que, le gars qui fait du sport, la fille genre populaire, la fille qui est full intelligente, qui a full des bonnes notes, le gars comme bad boy, puis là, le gars comme un peu rejet. Nice, c'est un peu comme Breakfast Club, dans le fond. Oui, c'est inspiré de ça, justement. Nice. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'à la fin de la retenue, il y a une personne qui est morte. Fait que là, tout le reste du livre, t'essaies de comme comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Oh mon Dieu, ok, cool! Fait que, pour vrai, j'ai quand même bien aimé ça. Oui? Puis, ben, justement, je trouvais que les personnages étaient quand même assez bien développés, tu sais, qu'au début, on dirait des clichés, mais finalement, tu sais, ils ont vraiment plus de profondeur que qu'est-ce qu'on pense. Puis j'ai bien aimé un des couples aussi. OK. Puis, c'est ça, j'ai découvert qu'il y a une série, fait que j'ai commencé... Ben oui, il y a 2 livres à date qui sont sortis après. Dans le fond, la série, il y a 2 saisons, ils l'ont comme pas terminé, ça a comme été annulé. Puis la première saison, c'est le premier livre. La deuxième saison, c'est comme autre chose, là. OK, une série, tu veux dire OK, excuse-moi, je pensais que tu parlais une série de livres. Oui. Mais toi, tu parlais d'une série télé, Oui, c'est ça. OK. Ben non, c'est correct, C'est ça. Fait qu'il y a une série télé qui a 2 saisons. Ah, c'est hot, ça! J'ai commencé à écouter la saison 1, puis je suis en train de lire le deuxième tome. Fait qu'en tout cas, j'ai déjà dit ce que j'étais en train de lire, mais... C'est cool. Ben non, c'est correct, ça faisait un lien avec ce que tu lisais. C'est ça, j'étais en train de lire le tome qui vient après dans la trilogie qui s'appelle One of Us is Back, il me semble. Fait que ça continue, mais il y a comme plus d'autres personnages secondaires qui deviennent comme les personnages principaux dans le deuxième livre. C'est comme une autre intrigue. OK, c'est ça. Parce que moi, ça a donné justement que j'ai fait une petite virée Renaud-Bré hier. Puis j'ai vu justement ce livre-là. Puis je pense qu'il y en a 2 autres qui sont sortis après. Ben, il y en a 3 en tout. Ouais, c'est ça. OK, c'est ça. C'est une trilogie. Bon, c'est ça. Moi, ça me faisait penser, avec le cover, ça me faisait penser un peu à A Good Girl's Guide to Murder. C'est vrai, ça se ressemble. Mais avec la description, c'est vraiment Breakfast Club. C'est vraiment cool. Ben c'est ça, parce que même dans le livre,
l'auteur, elle explique que c'est comme ça qui l'a inspiré. Nice. Le concept du livre, mais comme le reste, c'est pas pareil. Ben non, c'est sûr. Ouais. C'est une inspiration d'eux, là, mais c'est ouais, cool. c'est ça. Ça me donne le goût de le lire. Ben oui, pour vrai, ouais. je suis comme... Ben parce que pour vrai, moi, contente, Breakfast Club, même si c'est un vieux film, bon. On s'entend, il y a certains bouts que tu te dis, OK, ça a un peu mal vieilli, mais il y a d'autres bouts, là, genre, moi, c'est un de mes films préférés, là. Pour vrai, là. C'est vraiment bon. Oui. Ben, moi, dans le fond, je lis tout le temps un livre de développement personnel puis un livre fictif en même temps. Fait que, ben, le livre fictif, je suis encore sur Kingdom of Ash. On s'entend que c'est un gros projet. C'est ça. Fait que je l'ai pas encore fini. Mais le dernier livre, techniquement, que j'ai fini, je l'ai fini hier. Puis c'est The People Pleaser's Guide to Loving Others Without Losing Yourself. Donc, en français, c'est un guide pour les people pleasers, les gens qui ont tendance à vouloir trop faire plaisir aux autres, pour apprendre à s'aimer eux-mêmes sans nécessairement faire en sorte que trouver l'équilibre, en fait, entre s'aimer puis aimer les autres. Fait que c'était super intéressant. Pour vrai, là, puis ouais, j'ai trouvé bon. J'ai raté 4.5 étoiles, qui est rare pour moi dans un développement personnel, mais je me suis vraiment identifiée, là, parce que je suis un peu pathological people pleaser, mais c'est ça. Je trouvais que ça donnait vraiment des bons trucs, parce que souvent, le développement personnel, ça peut être le fun pour expliquer un peu comment la personne peut se sentir, mais des fois, c'est plus au niveau du comment changer, puis quoi appliquer, que des fois, c'est moins clair, mais dans celui-là, c'était vraiment le fun. Il y avait des petites touches d'humour aussi, fait que moi, ça me branche tout le temps un peu plus là, sur ça, fait que voilà, je le recommande pas mal à tout le monde, en fait. Là. Puis mettons, dans Kingdom of Ash, t'es rendu où? Kingdom of Ash, je suis rendue, en fait, là, ben, physiquement, ça ressemble à ça. Je suis rendue à la page 665. Quand même. Je pense qu'il me reste, j'ai le 3/4 le lu, dans le fond. Fait que, c'est ça. Puis c'est vraiment de l'action tout le long, là. Genre, il y a pas une minute, là, de repos, là. Puis, ben, c'est ça, c'est que, rendu là, on a tous les personnages. Fait que, veux pas, ça change souvent de point de vue. Fait qu'il y a tout le temps quelque chose qui évolue. Fait que c'est super intéressant, là. Il y a pas de point mort, tout ça. C'est sûr que, évidemment, c'est quand même une grosse lecture, là. Pour vrai, là, ça ressemble pas mal au Tandem Read en termes de nombre de pages. C'est là. vrai, Ben, un peu moins. Un peu moins. Ouais. Mais c'est ça. Pour un livre. C'est beaucoup de stock. Puis, étonnamment, quand même, beaucoup d'informations qu'on apprend encore. OK, ça, c'est fun. Fait que c'est ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Fait que ça, c'est ce que je suis en train de lire. Tu le sais, j'ai hâte de le lire. Ben oui. Éventuellement, là, parce que c'est pas grave. Là, ben, honnêtement, si je réussis dans mes petits jours de congé que j'ai en décembre, je vais sûrement le finir, là. Fait que je pourrais te le passer après. Je me rends compte aussi, là, parce que je suis allée voir, parce que j'étais pas sûre, les titres des livres que j'ai donnés, là. Dans le fond, le premier, c'est One of Us is Lying. Oui. Le deuxième, c'est One of Us is Next. Ah, c'est ça. Puis le troisième, c'est One of Us is Back. Fait que j'ai déjà les trois, parce que récemment, il y avait comme des rabais pour Black Friday. Puis là, j'avais vu One of Us is Back était comme 11 ou 13 piastres, il était vraiment pas cher. Ah, mon Dieu, c'est cool. Fait que genre, j'ai décidé de me l'acheter sur le Parce qu'il vient juste de sortir, me semble, le troisième. Ou c'est récent? Non, le troisième, il était déjà sorti, sauf qu'il était pas sorti en paperback. Ah, c'est ça. Puis là, je pense que le paperback est sorti il y a pas longtemps, puis je voulais avoir les trois en paperback. Ah, ben oui. Ben moi, je l'ai vu en coffret, je pense. Ouais. Ils ont commencé à le sortir en coffret. Ben, souvent, c'est ça, là, quand c'est le Black Friday ou Boxing Day, là, ils sortent des coffrets. Dans le fond, il est sorti en 2023. Le dernier, sauf que des fois, ça prend du temps avant que le format broché sort. Ouais, ben ça prend comme 1 an, là. Exact, parce que souvent, ça sort en format relié ou hardcover, puis après ça prend plus de temps. Mais... Ouais, ça a l'air cool, sinon, cette série-là. Ben, prochaine lecture, je pense que ça dépend. Si, mettons, je sais pas, le livre finit, One of Us is Next, puis je suis comme, je vais absolument lire le prochain, peut-être je vais le lire. Mais sinon, je pense... Ça, je sais jamais, là. Qu'est-ce que je veux lire? Mais peut-être comme un livre fantastique. On dirait que j'ai le goût d'en rembarquer là-dedans pour une période comme des périodes comme hiver. Genre, je sais pas, là. Un fantastique qui est derrière de la romance. Ben oui. Ben de toute façon, sinon, tu sais, en janvier, il y a Onyx Storm qui s'en vient. 21 janvier, Ah, OK. Fait que t'as quand même le temps de trouver autre chose en attendant. Ouais, oui, j'ai quand même c'est un petit peu loin en janvier. Je pensais que c'était genre les premiers jours de janvier. Non, pas encore. Ouais, mais il s'en vient. Ça fait longtemps que j'ai précommandé. Je pense que j'ai précommandé Onyx Storm. Il était sorti sur Amazon, mais il n'y avait même pas de couverture. Non, c'est ça. C'était la date que ça avait été annoncé qu'il y avait une suite. Il n'y avait même pas de titre. Genre, c'était juste comme Untitled, Rebecca Yarros. Puis j'étais comme, bye! C'est clair!
Mais en plus, le collecteur, il va être vraiment beau, là. Puis toi, prochaine lecture? Moi, prochaine lecture, ben, je vais en parler un petit peu dans les tropes, justement. Mais je pense que ça va être The 7-Year Slip. Oh, yeah! Voilà, donc de Ashley Poston. Fait que dans le fond, c'est ça, un plus petit livre. Fait que plus léger plus aussi. léger, là, après Kingdom of Ash. Pas nécessairement un palette cleanser, parce que je sais que l'histoire est pas nécessairement... Ben, pas que c'est pas léger, mais dans le sens que, tu sais, ça peut être quand même un peu prenant émotionnellement de la façon que tu m'en as pour parlé. moi, là, mais dans le sens que c'est quand même léger, mais il parle de sujets, mettons, de deuil, mettons, des sujets plus intenses, mais en général, c'est une lecture qui fait du bien. Ouais, ben c'est ça. Fait que ça va être probablement ça, mon prochain. En tout cas, si vous me connaissez, vous savez que j'adore ce livre-là. Ah oui, ben Ashley Poston, en général, tu l'aimes bien, mais je pense que c'était celui-là pas mal ton préf. Ah oui, non, celle-là, c'est vraiment mon préféré. Ouais. Genre, haut la main. Ben oui, ben il y a plein de reviews aussi qui sont super positifs sur ce livre-là. Là. Fait que ça fait un petit bout que tu m'en parles, fait que là, je suis comme, ça pourrait être un bon timing. Bon, fait que on y va? Plein de tropes qu'on va vous présenter. Oui, c'est ça. On va peut-être avoir plus nos cellulaires aujourd'hui parce qu'on s'est fait vraiment une liste pour être sûr de pas les oublier. On a quand même plusieurs livres qu'on va montrer comme suggestion, sauf que c'est ça, tu sais, je suis tout le temps chez Laurie, filmer le podcast, je peux pas tout emmener, tous les livres, c'est là, ça prendrait beaucoup de place. Mais sinon, on va les ajouter comme... Oui, c'est ça, je vais les ajouter au montage au moins pour que vous ayez un visuel de la couverture. Puis, il y en a quelques-uns que c'est sûr que là, on s'étalera pas autant sur les histoires en tant que telles parce que c'est vraiment plus la thématique des tropes. Podcast, exact, parce qu'on a quand même beaucoup de suggestions pour vous aujourd'hui. Mais sinon, il y en a plusieurs en fait là qu'on va aborder, qu'on a déjà abordé dans d'autres épisodes. Fait qu'hésitez pas à les voir dans d'autres épisodes là. C'est sûr qu'on en a parlé là pour la plupart. Puis moi, pour ma part, il y a certains que j'ai pas lus dans ceux que je vais parler, mais Juliane les a lus. Fait que dans ce temps-là, ça aide pour dire que c'est des bons livres quand même. Sinon, en tout cas, on en parlera, mais il y a des livres qu'on connaît quand même un peu l'histoire, fait qu'on se sent à l'aise de les recommander dans certaines choses. Là. Fait que là, voilà. Donc, première catégorie. Bien sûr, le classique Enemies to Lovers. Enemies to Lovers. C'est un trope que pas mal tout le monde aime, honnêtement. Pour vrai, c'est comme le classique des classiques, là. Donc, d'ennemis à amoureux. Le fameux, des fois, amour interdit un peu qui rentre là-dedans parce que dans les ennemis, souvent on a deux factions qui s'opposent et tout ça. Puis il y a tout le temps un peu comme un personnage un peu plus dark, un personnage un peu plus light. Parce qu'en même temps, tu sais, quand deux personnages sont ennemis, il y a une raison pourquoi. Là, exact. Des fois, c'est justement là, tu sais, ils sont comme vraiment dans deux clans différents. Un qui chasse l'autre, mettons. Là. Exact. Puis moi, personnellement, pour que je classe un peu un livre dans Enemies to Lovers, faut vraiment qu'ils soient ennemis. C'est pas juste genre, ils se sont croisés puis ils se sont pas aimés. Là. Non, ça, parce que ça va rentrer dans d'autres catégories qu'on va parler après. Mais moi, c'est drôle, Enemies to Lovers, c'est bien rare que ça va être du contemporain qui va rentrer là-dedans. C'est vraiment plus dans du fantastique. C'est ça, parce que Enemies, pour que ça soit des ennemis, il faut vraiment que les enjeux soient grands, là, que ça soit vraiment comme des factions qui rentrent en conflit puis tout ça. Fait que tu sais, il y a vraiment un conflit de base. Puis là, contre toute attente, t'as deux personnages, un de chaque qui va comme... C'est ça. Fait que je vais sortir les livres que j'avais mis dans cette catégorie-là, parce que j'en avais quand même plusieurs, mais c'est sûr, Powerless, on en a parlé, je pense, à chaque épisode, parce que on adore ce livre, mais c'est vraiment un bon exemple d'Enemies to Lovers, puis il y a une raison pourquoi aussi, absolument. Justement, on va pas comme donner exactement tous les détails pour pas comme spoiler l'histoire. Non, c'est sûr. Mais, c'est ça, c'est vraiment un bon exemple, puis ça se peut qu'il y a des livres qu'on nomme dans plusieurs catégories. Oui, effectivement. Comme celui-là, il va revenir plus tard. C'est ça. Fait que Powerless, c'en est un bon exemple parce qu'on a le personnage masculin qui est un chasseur de ordinaries et personnes qui n'ont pas de pouvoir. Exact. Puis la personnage féminine est ce genre de personnes-là qui n'ont pas de pouvoir. Fait que c'est clair. Là, justement, il y a vraiment une raison pour être il y a un clash, exact. Dans celui-là aussi, Heartless Hunter, dans le fond, c'est vraiment comme elle, il y a une fille qui c'est une sorcière, puis le gars, c'est un chasseur de sorcières. Fait que justement, on voit vraiment la dualité entre les deux. Puis, ce qui est particulier dans ce livre-là, c'est que je vais pas tout décrire c'est quoi le livre, là, mais c'est qu'ils sont ennemis, mais ils font comme s'ils l'étaient pas, genre. Fait qu'il y a comme une romance qui se développe, mais même s'ils sont ennemis, c'est comme... Il y a une raison pourquoi il y a une romance qui se développe. C'est comme un peu chacun pour leur intérêt. Fait que c'est un peu différent.
Ouais. Fait que je voulais vous le montrer quand même parce qu'il est sorti cette année, je crois. Oui, Heartless Qui est peut-être un Hunter. petit peu moins connu que, mettons, Powerless, mais moi, j'avais quand même beaucoup aimé. Ah, il est vraiment bon. Ben, en tout cas, je l'ai pas lu encore, mais c'est j'ai définitivement hâte dans mon radar, là. que tu le lis, justement, Puis je le pense que t'aimerais ça. deuxième va sortir bientôt En aussi, là. février, il me semble, Ouais. J'ai hâte de voir celui-là. Exact. Moi, ben, je les ai pas avec moi, mais mon classique de Enemies to Lovers, c'est vraiment ACOTAR. Donc, toute la série, il y a pratiquement dans chaque livre une représentation de ce trope-là. C'est sûr que je veux pas non plus rentrer trop dans les spoilers, mais tu sais, déjà en partant avec le premier qui est A Court of Thorns and Roses, on a ben les fées et les humains. Fait que déjà en particulier, là, c'est un clash comme ça. Techniquement, Throne of Glass pourrait un peu rentrer là-dedans, mais c'est pas aussi intense comme rivalité, fait que ça rentrerait plus dans autre chose. Ouais. Moi, je voulais parler aussi de Cruel Prince. Oui! Parce que je n'ai pas tant parlé à date dans notre podcast. Ça, c'est vraiment un bon Enemies to Lovers. Ah aussi, ouais, dans le fond, le personnage principal masculin, il intimide la fille, là, comme dans le premier livre. Okay. Fait que c'est clair qu'il s'aime pas. Là. C'est ça, il l'intimide quand même pas mal intense. Ça, c'est une trilogie. Fait que ça, il y a une romance éventuellement qui se forme, mais c'est ça. Il y a quand même un bon côté ennemi entre les deux. Puis je voulais, autre mention, ben, Fort Wing aussi, qui a quand même une bonne représentation que j'ai pas amenée, mais qu'on a parlé ouais, exact, parce que aussi, dans le setting de l'histoire, ben justement, Xaden, tu sais, il vient d'une faction qui est ennemie, qui est, tu sais, l'enjeu est plus nécessairement aussi présent parce que c'est des ennemis qui ont été comme un peu battus puis assimilés, exactement le mot que je cherchais, assimilés, fait qu'effectivement, mais tu sais, on voit quand même qu'il y a encore cette dynamique-là là, entre lui et Violet. Ben sinon, c'est ça. Enemies to Lovers, pour moi j'ai écrit tout, là. Parce qu'il dans le fond, c'est quasiment, il y a beaucoup de choses qui se rapportent à ça. Puis après ça, ben dans le fond, il y a d'autres tropes aussi qui ressemblent, mais qui sont à différents degrés. Fait que le prochain, dans le fond, justement, c'est un Rivals to Lovers. Fait que ça peut se ressembler, mais sans nécessairement être des ennemis, genre qui veulent s'entretuer. C'est peut-être plus dans un contexte comme académique. Tu sais, je le vois plus dans des... Oui. C'est sûr qu'il y a des livres fantastiques, ça peut arriver. Mais tu sais, dans des livres, peut-être plus des romances contemporaines, que je trouve que là, on va plus avoir des parce que des rivales, c'est là qu'on va avoir là, le fameux classique là, de petit asticotage là, de genre, OK, c'est dans la même catégorie de personnes, mais justement, ils ont comme le même but, fait que souvent, ils vont s'empêcher. Fait que moi, exactement, aussi, ça tombait, on peut pas passer à côté. Ça le dit dans le nom, là. Exact. C'est un peu évident, mais ça, c'est vraiment genre parfait pour un Rivals Lovers parce que tu sais ils sont pas ennemis, ils se détestent pas au point de se tuer, on s'entend là. Exact. C'est juste que les deux ils sont comme un peu un contre l'autre pour gagner une position dans le journal auquel ils travaillent. Exact. Fait que c'est vraiment des rivales. Là. Puis même ce que je trouve le fun dans Divine Rivals, en y réfléchissant un peu, il y a un deuxième duo aussi de Divine Rivals, puis c'est justement les divinités. Ah, c'est vrai. Parce que dans le fond, c'est ça, c'est que c'est toutes des divinités qui travaillent ensemble, donc il y a pas de guerre au départ. Mais la guerre part parce que, justement, la divinité féminine décide, justement, de rivaliser avec la masculine. C'est dans le nom, là. Exact. Fait que moi, pour vrai, c'est vraiment Rivals to Lovers, c'est vraiment l'exemple parfait. Ouais. Après ça, moi, j'ai aussi Beach Read. Oui, je l'avais mis dans ma liste. Parce que, justement, c'est un peu ça la thématique, là, c'est que c'est deux auteurs qui ont grandi ensemble, en fait, mais qui étaient pas nécessairement amis, puis que, justement, c'est des rivales parce que, ben, veux pas, sur la thématique, avec leur métier, dans le fond, ben, tu sais, c'est de la popularité, c'est un concours de popularité. Et de la compétition, ça reste dans le monde de l'écriture. Oui, exact. Puis tu sais, ça reste de la compétition quand même saine, mais on voit qu'il y a une petite rivalité entre les deux. Puis justement, c'est intéressant parce que c'est justement là qu'ils vont se rendre compte, OK, mais dans le fond, il n'y a pas de rivalité à avoir dans ce monde-là parce que chacun a sa créativité. Mais en même temps, puis ils s'échangent en plus leur style. La relation qu'ils créent est vraiment basée sur le fait qu'ils sont rivales. C'est comme, ben regarde, moi, je te donne le défi, genre, d'écrire mon genre d'écriture, puis toi, tu vas écrire, tu sais, toi, tu écris mon genre d'écriture, fait que ça montre on va voir si t'as vraiment la qualité d'auteur dont tu prétends, parce que, en tout cas, fait qu'ils se lancent même le défi, là, justement. Fait que ça, c'est un très bon Rivals to Lovers. Une auteure, même, que je nommerais qui est bonne dans les Rivals to Lovers, c'est Ali Hazelwood, que je vais parler d'elle un peu plus tard aussi. J'ai amené comme un de ses livres
qui est comme un recueil de 3 petites histoires. OK. Mais vraiment, Ali Hazelwood, elle a beaucoup de livres, justement, que c'est des gens qui travaillent ensemble. Puis là, justement, ils travaillent beaucoup dans le monde de la science dans ces livres-là. Il y a comme souvent ce thème-là qui revient. Puis justement, c'est souvent, mettons, deux scientifiques qui sont comme un peu un contre l'autre ou qui pensent que l'autre l'aime pas, mais que, tu sais, il n'y a pas vraiment de raison. Fait que, tu sais, c'est comme, il y a comme une petite tension de comme, ah, tel gars, il m'aime pas, genre, fait que moi non plus, je l'aime pas. Puis là, finalement, il découvre que, comme, il y avait pas de raison de Ben pas non, s'aimer. c'est ça. Fait que justement, tu sais, il y a ce recueil-là qu'elle a sorti, tu sais, Ali Hazelwood en a plusieurs. Elle a, mettons, de Love Hypothesis, Love on the Brain, tu sais, elle en a quand même plusieurs. Puis sinon, il y a quand même j'avais parlé dans l'épisode des séries, sur la série Addicted Calloway Sisters, il y a un des couples. Dans le fond, il y a 3 couples là, dans toute la grande série. Il y a un des couples, Rose puis Connor, c'est vraiment comme c'était des rivals à l'université. Là, se sont comme vraiment suivis. Fait qu'il y avait cet exemple-là aussi. Il y a une petite romance contemporaine comme jeune adulte que j'ai lue cette année, Today, Tonight, Tomorrow. Fait que justement, c'est des rivales pendant tout le secondaire, de comme qui a les meilleures notes, fait que là, ils s'aimaient pas. Puis là, ben, à la dernière journée d'école, ils se rapprochent, puis finalement, comme, ils se rendent compte qu'ils ont plein de points en commun, puis ça servait à rien d'être rival. C'est souvent ça, en plus, qui est cute, dans le fond, dans l'espèce de rivalité, c'est que dans le fond, ils se rendent compte que s'ils mettaient toute l'énergie qu'ils mettent à se détester, à justement voir les points qu'ils ont en commun, ben ils voient qu'il y a une chimie là. Il y a quelque chose qui fonctionne. Souvent, je trouve que c'est des livres qui sont comme le fun à lire. Oui. Souvent, il y a comme un peu de comédie pis tout. Il y a du bon dialogue dans ce type de... Ouais, c'est vrai. Fait qu'on pourrait avoir aussi, ben, Friends to Lovers, c'est amis c'est le prochain, amoureux. exact. Puis, ben, tu sais, ça reste que c'est quelque chose de quand même réaliste. Dans la vie de tous les jours, souvent, tu t'es ami, mettons, avec le gars avant de devenir un couple. Fait qu'il pourra avoir plein d'exemples qu'on peut parler. Moi, mon exemple là, que j'aime beaucoup, c'est Love and Other Words. Parce que justement, ben, tu sais, c'est vraiment le classique là, de 2 amis d'enfance qui grandissent ensemble, en fait, là, au niveau de l'adolescence plus. Puis ils développent vraiment le... Tu sais, les 2 ont une passion pour la lecture, puis après ça, deviennent un peu passionnés un pour l'autre. Fait que c'est vraiment, vraiment cute comme petit build-up amoureux. C'est sûr qu'on va donner plusieurs exemples d'Emily Henry parce qu'on l'a beaucoup. Mais justement, tu sais, People We Meet on Vacation, c'est vraiment son livre où c'est que 2 personnages sont meilleurs amis depuis longtemps. Ils font comme un voyage à chaque année aussi. Il y a comme tout le temps eu, genre, un peu comme what if, genre. C'est comme, on franchit pas la ligne, mais comme peut-être qu'un jour, il y aurait de quoi qui pourrait arriver. Fait que je trouve que c'est bien représenté là-dedans parce que c'est vraiment des meilleurs amis aussi. C'est cool, comme un peu c'est ça, là, tu sais, oui, la proximité amicale, mais comme tout le temps eu une chimie entre les deux. Oui, c'est ça. Puis c'est le fun, des fois, les Friends to Lovers pour ça, parce que tu vois que, tu sais, des fois, c'est un setup où est-ce que les gens, les 2 personnes, ils se connaissent déjà un peu. Des fois, fait que, ils ont déjà une très bonne relation, pis tout. Fait que ça peut être intéressant c'est ça que j'aime, aussi. surtout quand, mettons, les personnes sont amies depuis longtemps, c'est que quand tu le sens qu'ils ont déjà une chimie, on dirait que la romance est plus comme crédible que des gens qui se connaissent pas du tout. Exact, exact. C'est ça. Ouais, mais c'est ça, ben Emily Henry ou plein d'autres auteurs, en fait, c'est ça qui est le fun quand il y a des séries comme ça de livres, parce que, ou soit des stand-alone, comme ce que Emily Henry fait, donc plusieurs histoires qui n'ont pas nécessairement de lien ensemble, ou des entrecroisés, là, interconnected, là, finalement, c'est que justement, ça nous permet d'en voir beaucoup des tropes, parce que c'est ça qui garde ça intéressant, tu sais, parce que la romance, au final, il y a beaucoup de gens, puis moi, je m'inclus un peu dans ces gens-là qui, au début, pensent que c'est tout le temps la même histoire, c'est tout le temps la même chose, Finalement, non, là. C'est ça. C'est pour ça que les tropes ou les thématiques, justement, de comment la romance est apportée, puis tout ça, ben ça devient intéressant à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Fait que voilà. Fait que exemples que j'avais, ben la série Heartstopper, qui est plus comme des romans graphiques. Mais c'est ça, c'est vraiment comme deux gars au secondaire qui deviennent comme amis, puis finalement ils réalisent que comme ils ont des sentiments l'un envers l'autre. Fait que c'est vraiment super cute. Là. Oui, c'est vraiment mignon ça. Sinon, autre exemple, j'avais dans une série, en tout cas on parlait de romans sportifs tantôt, là. Oui. Mais c'est Unravel Me de Becca Max. C'est vraiment comme au début, les deux ils se deviennent amis avec un peu leur amour des animaux, puis ils vont marcher avec leurs chiens, puis tout ça. Fait que, tu sais, souvent ça peut être des scénarios comme vraiment cute. Ben oui. Mais c'est un bon Friends to Lovers. J'avais aussi Hook, Line and Sinker de
Tessa Bailey, que justement, ces deux personnes sont amies depuis longtemps, mais les deux ont comme un peu un crush un sur l'autre, mais comme ils font comme rien. Puis là, après ça finit par se développer. J'avais The Friendzone de Abby Jiménez, justement, comme la fille met le gars dans la friendzone parce que elle va avoir elle peut pas avoir d'enfants, puis lui il en veut, fait que justement il y a comme une raison pourquoi ils sont comme amis. Puis là, ben c'est sûr qu'ils vont devenir amoureux à un moment donné. Ça l'a dit dans la trope, on a comme... Oui, c'est ça. Ouais. Two lovers. C'est la partie ça. qui est quand même importante. Fait que c'est ça. Après ça, ben dans le fond, ça peut avoir un peu un lien, mais moi j'avais mis aussi Childhood Crush. Ouais. Fait que ça, c'est un kick d'enfance. Dans le fond, là, c'est vraiment comme... Souvent, ça va être un peu inclus dans Friends to Lovers parce que ça peut avoir eu une incidence sur, justement, ils ont été amis pendant longtemps, puis là, il y a quelqu'un des deux qui tripait depuis longtemps sur l'autre, puis tout ça. Ou ça peut être carrément quelqu'un que, on sait pas, là, elle avait un kick dessus, elle y a jamais avoué, puis là, plusieurs années plus tard, boum, ils se croisent. Ouais, c'est ça. Ça, c'est comme un classique, là, ben cute de rom-com. Puis justement, ben, parlant de rom-com, moi, mon exemple pour ça, c'est vraiment Better Than the Movies, parce que justement, Liz a un kick, là, complètement, là, démesuré sur un des amis qu'elle avait justement quand elle était plus jeune, qui était sur la même rue, puis là, il revient en ville pendant l'année du secondaire 5. Il était déménagé pendant un petit bout, puis là, il est revenu, il était comme « Oh my God, genre, j'ai enfin ma chance avec lui. » Exactement. Fait que c'est vraiment cute de voir comment ça se passe, là, justement, entre elle et Michael. Justement, moi, c'est quand même une chose que j'aime. J'ai quand même une couple de suggestions. Ben oui, vas-y. Mettons, on a Every Summer After, c'est ça, c'est vraiment des enfants, ben des amis d'enfance depuis longtemps, comme à chaque été, ils passent l'été ensemble, puis tu sais, c'est ça, il y a comme tout le temps une romance qui dure depuis longtemps, puis pendant un petit bout, ils se parlent plus, puis ils se revoient après. Sinon, mettons, il y a Elsie Silver aussi qui a écrit Powerless, qui est pas le même Powerless que tantôt. Non, là. Dans Chestnut Springs. Ouais, là, on a le Powerless romance contemporaine, que justement, c'est comme des genres d'amis de famille d'enfance, mais ils sont pas dans la même famille, là. OK. Je vous rassure. Mais c'est comme des amis dans l'enfance, puis là, justement, rendus adultes, ils s'entendent encore super bien, puis là, comme ils s'avouent qu'il y avait un crush dessus quand ils étaient jeunes. Flawless, dans la série Just Speak un peu, ce que je trouve drôle, c'est que justement, le gars dans le livre, lui, il est comme... il fait comme des compétitions de... Comment on appelle ça, là, genre bull rider? Ah, c'est du rodéo. Ouais, c'est ça. Fait que le gars, le personnage principal, fait des compétitions de rodéo depuis qu'il est jeune ado. Puis là, mais la fille a trippé dessus, genre, fait qu'elle a comme des posters dans sa chambre. Oh my God! Puis là, ben, tu sais, quand elle rencontre le gars, elle dit pas. Puis là, à un moment donné, il va comme visiter comme sa famille, parce que dans le fond, le gars, son coach, c'est le père de la fille. Fait que là, il entre dans sa chambre, puis il voit tous les posters de lui quand il était jeune. Ça, c'était vraiment drôle. J'ai mis The Summer I Turned Pretty aussi parce que il y a comme, tu sais, les trois personnages principaux, Belly, Conrad puis Jeremiah, ben on sait depuis le début que Belly a trippe sur Conrad depuis qu'ils sont jeunes, oui, genre elle trippe tellement dessus. Oh oui, elle a des yeux juste pour c'est ça. Lui, là. C'est vraiment des amis de famille aussi parce que leurs mères sont comme meilleures amies. Ben, famille. Là. Non, puis Conrad il est complètement clueless. En plus, là, c'est fucking cool, là, il est juste comme ouais. Fait que moi, ça faisait le tour pour comme... Childhood Crush. Ouais. Nice! Workplace Romance, des romances dans le milieu de travail. Je répète Ali Hazelwood parce que genre quasiment toutes ces livres se passent au travail. Je les ai nommés un peu tantôt, là, The Love Hypothesis, Love on the Brain, Love Theoretically. On a, l'autre, Love You, je crois qu'il y en a peut-être au moins une ou deux là-dedans, c'est comme qui se passe avec des collègues aussi. Fait que c'est une bonne auteure à lire, c'est quoi que vous aimez. Je viens de penser qu'il y a aussi Yours Truly de Abby Jiménez. C'est deux médecins qui travaillent ensemble à l'hôpital. Fait que ça se passe, il y a quand même beaucoup de scènes qui se passent à l'hôpital, là. Ouais. Nice. Puis techniquement, Divine Rivals pourrait rentrer là-dedans aussi, parce que, tu sais, dans le fond, ils sont sur la même gazette. Ouais. Sinon, moi, j'en avais un, en fait, qui est sur mon radar. Je l'ai pas lu encore, mais il y a quand même des bons reviews. C'est I Hope This Finds You Well.
Puis dans le fond, si je me trompe pas, je pense que c'est avec son boss qu'elle va développer une relation. Fait que des fois, ça peut être entre collègues, des fois, ça peut être avec le boss. Fait que ça peut donner des trucs un peu plus intéressants. Justement, parlant de boss, ça me fait penser à The Fine Print de Lauren Asher, que le gars, il est comme propriétaire d'un grand parc d'attractions, un peu comme Disney, là, mais c'est pas vraiment Disney dans le livre. Puis la fille, c'est son employé. Fait que c'est vraiment un bon exemple de comme boss employé. Moi, c'est drôle, hein, j'ai plus tendance à aimer ça quand c'est genre quand le boss ou la boss est impliqué. C'est vrai, ça fait une dynamique le fun. Oui, c'est ça. Ben quoi qu'il y a deux collègues aussi, ça peut être vraiment nice. Oui. C'est ça. Après ça, j'avais... T'avais-tu fini pour Workplace Romance? Ok, parfait. J'avais frère et sœur du meilleur ami. Ou ben le meilleur ami de son frère. Oui, ben dans le fond, c'est ça. Tout est interchangeable. Fait que dans le fond, ça peut être le meilleur ami de ton frère ou ta sœur, ou ça peut être la sœur ou le frère de ton meilleur ami, ta meilleure amie. Fait que toutes les catégories confondues. Wild love, bien sûr, parce que c'est ça, la fille tombe en amour avec le meilleur ami de son frère. Puis je viens d'y penser en même temps. C'est des amis d'enfance aussi, ils ont grandi ensemble. Ah, ben c'est cool, ça. C'était le gars qui trippait vraiment sur elle quand il était jeune. Ça, c'est puis ben, j'adore tellement ces livres-là que je sais pas si j'ai l'occasion d'en parler, je suis comme lisez-le. Moi, j'ai hâte de le lire, en tout cas. Ah ouais, j'assure que tu le lises, là. Ah oui, c'est ça. Moi, dans le fond, je pense que ça va sonner des cloches pour certaines personnes, mais c'est dans Bridgerton, en fait. Ça aussi, c'est un bon exemple de plusieurs petites histoires qui sont comme toutes interreliées. Fait qu'il y a des tropes différents dans chacun. Puis, dans le fond, moi, je trouve que pour frère ou sœur du meilleur ami, là, c'est vraiment, dans le fond, ben, l'histoire de Colin, en fait, qui se trouve être le frère de sa sœur qui s'appelle, mon Dieu Seigneur, j'ai un blanc. Daphné? Non. Héloïse, sa sœur Héloïse, en fait, qui est meilleure amie avec Penelope. Mais il y a un autre exemple dans Bridgerton. Daphné sort avec Simon, qui est comme l'ami à Anthony. Ils sont peut-être mais c'est pas son meilleur ami. Mais c'est quand même genre. Oui, mais c'est vrai. Parce que Anthony, il veut pas qu'ils sortent ensemble. Ouais, effectivement. Ouais. Mais c'est ça. Mais Héloïse non plus, elle était pas d'accord au début, là. Fait que moi, je trouve que c'est pour ça que, en tout cas, ça fait quand même nice parce que dans Bridgerton, justement, on connaît vraiment beaucoup l'amitié entre Héloïse et Penelope. Fait que là, c'est drôle de voir comme quand là, ça switch pour OK, ben là, finalement, elle vient chez les Bridgerton, mais c'est pas pour voir Héloïse, c'est pour voir Colin. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, c'est intéressant comme Sinon, petite histoire. Un bon exemple aussi. que j'ai, c'est Play With Me dans la de Becca Mac, là, dans le fond, la série, il y a comme une série dans le fond, de romance de hockey. Puis c'est justement le gars sort avec la petite sœur à son meilleur ami et comme il joue dans la même équipe de hockey. Puis ça a tout le temps été comme interdit qu'il sort avec elle. Puis là, tu sais, comme ils sortent ensemble comme en secret, là. Fait que celui-là, il était bon. T'as Twisted Love de Anna Wang, que justement, c'est ça. C'est la fille qui sort avec le meilleur ami à son frère. Puis Ugly Love de Colin Hoover, qui est la même chose aussi. Comme en secret un peu, là. Puis comme ben, le monde le sache. Là, puis, sinon, ben, il y a aussi un exemple qui est sorti là, sur Netflix il y a quelques années, mais qui vient d'un livre, je pense, à la base. C'est The Kissing Booth. Oui, c'est vrai. Oui, parce que dans le fond, c'est ça, elle est très, très amie avec Lee, le frère, mais dans le fond, il y a aussi son frère plus grand, Noah, qui justement, ben, c'est comme dans leur liste de règles d'amitié que genre, tu peux pas sortir avec mon frère, mais finalement, ça se passe quand même. Ça aussi, Ouais, fait que ça, c'est toujours le fun, surtout justement quand il y a une petite dynamique de genre, c'est déjà dit que c'est interdit. Ouais, c'est ça. Après ça, il y aurait age gap. Donc, un écart d'âge. Ouais. Moi, non. Honnêtement, tant que c'est comme légal, ça dérange pas trop, là. Tu sais, ça reste qu'on a tous nos goûts littéraires différents, puis vous avez le droit de lire ce que vous voulez. Ben oui, mais moi, absolument. personnellement, c'est ça. C'est des adultes. Quand ça reste légal et consentant, tout va bien. Elsie Silver, c'est quelque chose qu'elle aime faire dans ses livres, quand même, là. Particulièrement dans The Heartless, qui doivent avoir, je sais pas, là, peut-être 10 ans de différence. OK, c'est quand même un bon gars. C'est pas si pire que ça, mais quand même une différence. Dans Hopeless aussi, qui est dans la même série, là, Chestnut Springs,
doivent avoir à peu près un bon 10-12 ans de différence aussi. Mais je trouve qu'elle les écrit bien, que comme ça paraît pas tant que ça. Non, Genre, c'est il y a ça. pas, tu sais, de tout le temps de rappel de comme, c'est, je sais pas, là, c'est une jeune, elle comprend pas, ou genre, tu sais. Je trouve que c'est des adultes, de toute façon, ça fonctionne bien. Exact. Puis un trope, honnêtement, quand c'est bien fait, justement, faut pas que ça soit juste tout le temps mis de l'avant. Tu sais, c'est fait pour que ça ait une dynamique intéressante, mais c'est pas fait genre, oh mon dieu, t'es tellement plus jeune, ou oh mon dieu, t'es tellement plus vieux. Ça devient bizarre. C'est un peu Un weird. autre exemple, mais qui est comme un peu différent, c'est d'habitude, tu sais, dans les age gaps, c'est plus l'homme qui est plus âgé. Là-dedans, c'est la fille qui est plus vieille que le gars. Fait que je me souviens pas combien d'âges de différence qu'ils ont, là, peut-être comme 8-10, là. Mais justement, c'est la fille qui est plus vieille. Fait que ça, j'ai trouvé ça différent. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment le fun dans un livre de Abby Jimenez qu'on aime beaucoup. Oui, Abby Jimenez. Moi, ben, les deux exemples que j'ai, c'est vraiment comme des extrêmes d'âge, là, mais c'est à cause que c'est le contexte fantasy un peu. C'est ça, parce que j'essaie de penser à d'autres idées, puis on dirait j'en avais pas tant, mais c'est vrai que dans les livres fantastiques, il y en a souvent. Ça arrive, mais comme, en tout cas, c'est comme correct en même temps. Ouais, ben, dans le fond, c'est comme un peu le contexte. Moi, c'est drôle à dire, là, mais l'exemple que j'ai un peu, c'est Twilight, là. Ouais, dans le sens que, comme Edward, dans le fond, il y a genre, je sais pas combien d'années, mais il a 17 ans. Fait que c'est parce qu'ils sont comme immortels. C'est comme à 17 ans. C'est comme dans The Vampire Diaries, là. Genre, ils ont fait 200 ans, mais comme ils ont l'air d'avoir 17-18. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, il y a Air of Fire, qui, justement, introduit le personnage de Rowan, qui va avoir justement là, sa petite romance avec Aileen. Puis Aileen, à ce moment-là, elle a 19 ans, si je me souviens bien. Puis Rowan, je pense qu'il est âgé de genre 200 quelques années. Mais ça plus que ça, hein, genre 300-400 là. Plusieurs centaines d'années. C'est pas un vieux monsieur. Mais non, c'est ça, ils sont comme stuck à l'âge d'à peu près 25-30. Ouais, genre mettons genre l'âge adulte. Quand t'as atteint ta maturité complète. C'est ça. Parce que dans le fond, les filles, dans ce monde-là, justement, il y a comme un moment où est-ce qu'ils ont un shift. Puis que c'est là qu'ils ont comme leur forme, genre, permanente, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Rowan, dans le fond, il a pas l'air d'un vieux de 200 ans. Il a quand même l'air de... C'est ça. Moi, je l'imagine dans ma tête, en tout cas, comme étant à peu près 30 ans, genre, là. Ouais, 25-30. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas comme dans Twilight où est-ce qu'il y a 17 ans. Là. Non, c'est ça. Il est quand même il est quand même adulte. Ben, puis, dans Akotar, ça se ressemble c'est ça, aussi. Exact. Ouais. C'est l'autre exemple que j'avais, c'est Akotar et Akomaf, en fait, qui est Mist and Fury, où est-ce que on a deux personnages, justement. Donc, il y a Tamlin puis il y a Rhysand, qui sont les deux à... Non, pas du tout le même âge. Rhysand est beaucoup plus vieux que Tamlin. Ouais. Fait que justement, Rhysand doit avoir à peu près 200, 300, 400 ans, dépendamment du timeline. Puis ben, Tamlin est à peu près la moitié de l'âge. Mais ça crée une dynamique quand même intéressante parce que justement, dans ça aussi, vu que c'est écrit aussi par Sarah J. Maas, les filles sont un peu tout le temps le même principe pour elles, dans le sens que justement, il y a comme un âge où est-ce qu'ils arrêtent. Puis ben, t'as Feyre, qu'à ce moment-là, elle a 16 ou 17? Au début, elle est pas vieille, là. 17? Ouais. 19? Possiblement. Elle est jeune, me semble. Oui, elle est jeune au début, 18, là. 18, en tout cas. Elle est pas comme pas son enfant, là. Non, non, c'est ça. C'est pas un enfant, mais c'est ça. Elle est quand même très, jeune, très jeune adulte, là. Fait que, c'est ça. Mais ça crée une dynamique intéressante aussi. On avait aussi Proximité forcée, que ça, je trouve qu'on peut quand même se retrouver dans du fantastique puis dans du plus comme moderne, là. Fait que moi, t'avais proposé de Seven Years Slip parce que on l'a déjà expliqué dans quelques vidéos, mais comme petit résumé, là, justement, l'appartement de la fille est comme magique. Fait que des fois, elle est dans son appartement, c'est comme 7 ans dans le passé. Exact. Puis 7 ans dans le passé, il y avait un gars qui habitait là pour l'été. C'est ça. Fait qu'ils ont comme pas le choix de comme cohabiter des fois, là. C'est ça. Puis dans le fond, de ce que j'ai compris, c'est que c'est juste dans cet appartement-là qu'elle voit le gars en question. Fait que c'est ça. Pour ça que, dans le fond, proximité forcée, en général, c'est dans un lieu quand même assez proche. Fait que là, tu sais, un appartement, c'est sûr que c'est assez rapproché, assez restreint. Sinon, toi, je pense que t'en avais plusieurs, parce que moi, proximité forcée, j'en ai pas lu beaucoup. Ben, il y a Flawless de S.S. Silver, j'y raconte un peu tantôt, mais c'est parce que, justement, la fille, c'est son père, c'est le coach du gars. Puis là, elle a comme été engagée parce que lui, il est comme, je sais pas, il faisait des niaiseries, puis là, il fallait qu'il comme, elle l'aide à comme retrouver une bonne réputation. Fait que comme engagé pour le suivre avec lui dans ses compétitions de rodéo. Puis là, souvent, ils ont comme leur chambre d'hôtel une à côté d'autre avec une porte communique, genre. Fait que quand même une bonne proximité. Oui. Dans Heartless, c'est justement la fille est engagée pour comme être la gardienne de son fils. Qui lui travaille sur un ranch. Fait que tu sais, elle est comme tout le temps à la maison. Fait qu'ils se croisent beaucoup.
Il y avait, Funny Story de Emily Henry, parce qu'ils déménagent dans le même appartement ensemble. OK. Sinon, Mile High, je l'ai mis, c'est de Liz Tomfordy, parce que la fille, c'est l'agente de bord de l'avion de l'équipe de hockey. Fait que quand même une proximité forcée. J'ai mis The Right Move aussi, qui est dans la même série que Mile High, parce que il déménage, dans le fond, la fille déménage dans l'appartement du gars. Ah, bon, c'est ça. Puis des fois, ça peut être pendant un certain temps aussi, tu sais, c'est pas nécessairement tout le long de l'histoire. Tu sais, comme moi, je pense un peu à Just for the Summer, qui a un moment où est-ce que les deux personnages sont un peu pognés là parce que les deux sont malades, puis là, les deux s'occupent un de l'autre dans l'appartement, mais tu sais, c'est ça. Des fois, c'est ce qui aide un peu, justement, au build-up, parce qu'avec une proximité forcée, ben t'es comme, t'as pas le choix d'entrer en relation avec la personne. C'est ça. Fait que, voilà. Moi c'est une joke que j'aime quand même pas mal aussi, parce que justement, tu sais, ça, ils ont pas le choix d'être ensemble, fait que c'est ça qui développe un lien. Faut qu'ils s'endurent, là. C'est ça. Fake dating, qui est un trope très, très, très populaire, honnêtement. Moi, j'aime ça. C'est vrai, c'est tout le temps le fun. C'est moins réaliste, parce que dans la vraie vie, c'est qui fait ça, là? Ben, moi, en fait, je le vois plus dans le sens que fake dating, on s'entend, ça reste jamais fake, là. Ben non, mais c'est que c'est tellement... Moi, j'ai pas lu encore, puis je serais surprise de lire un fake dating où est-ce que les deux finissent pas ensemble. Ben, ça serait juste plate. Ben, je sais pas. Je trouverais ça intéressant dans le sens que ça changerait un peu la dynamique. Mais fake dating, moi, c'est là que j'ai vraiment... Tu sais, tu parlais justement de Daphne et Simon. Moi, c'est l'exemple de fake dating par excellence. Parce que dans le fond, ben, pour ceux qui connaissent pas Bridgerton un peu, là, à ce moment-là, pourquoi c'est du fake dating? C'est parce que c'est une époque où est-ce que justement faut se mettre en valeur pour être vraiment attirant aux yeux de la société pour se marier avec le meilleur parti. Fait que le Simon, lui, qui veut rien avoir avec ça, ben c'est un duc. Fait qu'évidemment, juste avec son pas le choix titre, de se marier, là. Ben, en fait, non, lui, il pourrait ne pas se marier, mais c'est juste qu'il veut pas avoir constamment toutes les mères qui leur présentent leur fille, puis que, genre, il y ait tout le temps la pression. Puis Daphné, elle, c'est le contraire. Elle veut se marier, elle veut avoir une famille, puis tout ça, puis ben, elle veut attirer le meilleur parti possible. Fait que là, ben, Simon puis elle, ils vont s'allier ensemble pour justement faire assemblant qu'ils sont en train de se courtiser, pour que Daphné, elle ait l'air le plus attirante possible, puis comme la meilleure... quasiment comme la meilleure bachelorette en ville. Ouais, c'est ça. Ils appellent ça comment? Le Diamond of the Season. Diamond of the Season, la candidate la plus populaire. Exactement. Fait que, fait que c'est vraiment... moi, j'adore cette relation entre les deux. J'ai Happy Place de Emily Henry, qui est particulier parce que c'est des ex. Sauf que ils veulent comme pas le dire à leurs amis pour pas comme gâcher leur fin de semaine au chalet. Oui, fait que justement, ils font semblant d'être encore ensemble. Ça c'est vraiment intéressant parce que c'est différent. Ouais. Dans Funny Story, encore d'Emily Henry, il y a une partie, c'est pas tout le livre, mais une partie que parce que le concept de Funny Story, c'est que la fille, elle se fait laisser par son fiancé parce que lui, il a comme commencé à sortir avec une autre fille. Puis là, ben, le fiancé de l'autre fille est rendu célibataire. Fait que là, ils vont comme habiter ensemble en appart parce que les deux se sont fait laisser. Puis à un moment donné, ils décident de comme faire semblant de sortir ensemble pour comme faire chier comme l'autre couple. J'avais Play Along de Liz Tomfordy, que là, ils font semblant d'être ensemble, mais ils font semblant même d'être mariés. Mais c'est pas un mariage arrangé. C'est juste que c'était une soirée arrosée, puis là, ben, on décide de se marier, genre, sur le fly. Puis le lendemain, ils sont comme, oh fuck, qu'est-ce qu'on fait? Parce que la fille travaille comme pour l'équipe de baseball que le gars joue. Oui. Normalement, ils n'ont pas le droit de sortir ensemble, fait qu'ils sont juste comme, on est mariés. Fait que là, vous avez pas le choix de, comme, accepter qu'on sort ensemble. C'est ça. Puis en même temps, je pense que c'est comme pour garder un peu les apparences, parce que là, faudrait pas que ça nuise à la réputation, tout ça. Fait que c'est un peu pour ça qu'ils font du fake. C'est ça. Fait qu'ils font semblant d'être mariés. J'ai hâte de le lire, celui-là. J'avais to All the Boys I've Loved Before, qu'il y a des films sur Netflix, là, que beaucoup de gens ont écouté, que justement, la fille a comme écrit des lettres à plein de gars. Puis là, finalement, ils ont été comme envoyés par erreur. Puis là, ben, il y a comme le chum à sa sœur, qu'elle avait pas, sache qu'il a envoyé une lettre. Fait que là, elle fait seulement sortir avec un des gars à qui elle avait envoyé une lettre. Kevinsky. Oui, Peter Kevinsky. Fait qu'ils font semblant de sortir ensemble. Je trouve que c'est vraiment cute. Pas un classique, là, mais comme, en tout cas, c'est quand même de quoi de très connu, oui, puis c'est vraiment cute parce que lui, il veut faire chier son ex aussi. Puis
il est vraiment investi, Oui, là. Tu sais, c'est il ça. écrit des petits mots, il va Oui. mettre sa main dans la poche de D'avoir jeans, ça. et tu sais, je suis comme, OK, Ouais. là, faut qu'on fasse ça, pis tout, c'est tout le scheming aussi, là, qui est Oui. le fun, là. J'avais Hopeless. J'ai beaucoup de livres de Elsie Silver, Ben mais oui. elle a beaucoup de tropes dans ses livres. Et dans le fond, le gars, lui, il était dans l'armée avant, puis là, tu sais, depuis qu'il est revenu, il est un peu comme traumatisé, puis là, sa famille s'inquiète pour lui. Puis la fille, elle vient comme d'une famille qui a pas une bonne réputation dans le village, c'est des gens pauvres, genre, c'est comme criminels un peu. Fait que là, ils ont décidé de comme faire semblant d'être mariés, lui pour que sa famille le laisse tranquille, puis elle, ben, pour avoir comme une meilleure réputation, puis qu'elle puisse se trouver une job, parce que sinon, avec son nom de famille, elle se faisait comme refuser partout. OK. Puis, ben, t'as-tu parlé de Better Than the Movies? Ben, non. Ben, c'est un autre fake dating. Effectivement. Ben oui. Effectivement, mais c'est parce que, OK, moi, la raison pour laquelle je l'aimais pas dans du fake dating, c'est parce que, dans le fond, Wes, d'après moi, il fake pas. Mais quand même, ils s'arrangent les deux que comme Ouais. on va faire semblant de sortir ensemble Ouais. pour comme rendre jaloux le gars qu'elle aime vraiment. Exact, exact. Dans le fond, Wes et Liz font du fake dating, mais Ouais. c'est parce qu'on dirait que moi, dans ma tête, c'est tellement obvious dès le départ que Wes, il fake pas, que genre... Ben c'est ça revient quand même dans les livres que Oui, j'ai mais c'est vrai que ça rentre effectivement dans le fake dating. Fait que, tu sais, ça, il y a beaucoup d'exemples pour cette trope-là, là, mais ceux que je vous ai parlé, je les ai beaucoup Puis ben, sinon, ben, je sais pas si ça vient d'un livre, ça, mais tu sais, le film, là, Anyone But You, là. Oui, mais je pense pas que c'est un livre. C'est pas un livre à base, hein, parce que ça, c'est un très bon exemple de fake dating, vrai, mais c'est un film, là, mais je le sais pas, peut-être, mais je suis pas au courant. Ouais. Pour ceux qui ont écouté Euphoria, en fait, là, c'est celle qui joue, comment qu'elle s'appelle? Cassie. Cassie, voilà. C'est Sydney Sweeney. Sydney Sweeney. Glenn Powell. Oui! C'est tellement un bon exemple de fake dating pour... Romance sportive, que moi, j'aime bien ça. C'est ça. Dans le fond, moi, je vais te laisser prendre le volant pour ça parce que je ne suis pas encore introduite à ce style-là. Mais justement, c'est drôle que tu parles de Windy City parce que moi, c'est ça que je voulais. C'est vraiment ma préférée de série sportive, Windy City de Liz Tomfordy. Il y a 4 livres pour le moment. Il y a un 5e livre qui sort l'année prochaine. J'ai amené juste comme un des livres dans la série qui est Call Up. Puis ce qui est le fun dans cette série-là, c'est que il n'y a pas juste un sport. Dans le fond, il y a quelques livres sur des joueurs de hockey, il y a quelques livres sur des joueurs de baseball, puis il y a un livre sur un joueur de basket. Puis c'est vraiment comme tout interrelié, genre c'est des amis, genre frères et sœurs. Fait que moi, c'est vraiment ma préférée. Sinon, autre série de sport qui est populaire, la série Off Campus de Elle Kennedy, qui c'est seulement du hockey. Qui va avoir une série télé sur Prime qui sort un moment donné. OK. Mais j'ai hâte de voir ça. Il y a la série Playing for Keeps de Beckham, qui est vraiment juste du hockey aussi, qui parle un peu tantôt. Là. Il y a Consider Me, Play With Me, Unravel Me, Fall With Me. Sinon, il y a la série... un peu. Il y a la série Maple Hills. Dans le fond, il y a Icebreaker. Ah oui, Sauf que c'est... Icebreaker, c'est une romance sportive, mais pas le deuxième, pas le troisième. C'est ça. Icebreaker, c'est vraiment une romance sportive de hockey. Le deuxième, c'est Wildfire. Le gars joue au hockey, sauf que ça se passe pas dans le contexte de hockey. C'est que c'est des joueurs de hockey, mais c'est pas tout le temps focusé vraiment juste sur le hockey, par contre. Mais Icebreaker, c'est vraiment, d'après moi, celui qui est le plus romance sportive. Là. Ouais, c'est ça. J'ai la série Dirty Air de Lauren Asher, que ça, c'est un peu différent. C'est de la Formule 1. Oui, t'en avais parlé au dernier épisode, justement. Je compte ça dans romance sportive. Oui. Puis, autre livre de Formule 1, livre québécois, Dernier virage de Christine Laramé. Justement, tu sais, je trouve que ça ressemble vraiment un peu au livre de Lauren Asher, tu sais, un peu dans le style des tropes, tout ça. Fait que si vous voulez une leçon québécoise. En plus, le love interest s'appelle Carl. Oui, comme mon chum. C'est drôle. Ouais. Fait que non, c'est ça, moi, dans le fond. Toi, je pense que The Windy City, c'est The Right Move, hein, ton préf? Ouais, The Right Move, c'est le deuxième livre. Mais on verra. On va commencer par un. Romance montante, que j'aime bien et qu'on a une spécialiste qu'on peut référer, Madame Elsie Silver. Oui, effectivement. Qui est vraiment une spécialiste. J'ai amené... Bon, je sais où j'ai mis ça. J'ai amené... Bon, on a Wild Love. Oui, j'ai amené Reckless. Bon. Donc, je n'ai parlé un petit peu à travers certaines tropes. Donc, Elsie Silver, elle a 3 séries de Small Town. Il y a une série que j'ai pas lue, que j'ai pas noté le nom, mais c'est sa première série.
Attends un peu, je vais aller te le trouver. Comment continuer à parler? Ben, sinon, c'est ça, la série Chester Springs. J'en ai eu Reckless parce que c'est mon préféré dans la série. Fait que ça se passe vraiment tout dans des petites villes au Canada, plus dans l'ouest. Mettons, il y a une ville en Alberta, Colombie-Britannique, dans ces coins-là. Puis sinon, on a la série Rose Hill, qui est aussi un small town, qui est comme sa nouvelle série. Fait qu'on a Wild Love, puis on a Wild Eyes, puis il y a Wild Side qui sort en mars. 1er mars, je crois, que j'ai très hâte. Mais la J'essaie de série trouver. Ben, j'ai juste Off to the Races. Ouais, dans le fond, le premier livre, c'est Off to the Races. Je pense qu'il y a A False Start aussi dans la série. Je l'ai pas lu encore. Je vais la lire, là, mais je vais... J'ai essayé de trouver le nom de la série en Gold Rush Ranch. C'est ça, Gold Rush Ranch, c'est sa première série. Deuxième, Chestnut Springs, puis troisième, Rose Hill. Oui, moi, c'est Rose Hill qui m'intéresse le plus, justement, le Wild Love. J'ai vraiment hâte de le lire. J'aimerais ça que tu les lises toutes. Ben oui. Alicia Silver, ça, c'est clair que comme... Oui. Ouais. Après ça, moi, le Small Town Romance que j'ai ici, c'est Mixed Signals. En fait, justement, le B.K. Borison, j'espère que je prononce bien son nom, qui est la série, en fait, Love Light Farms, qui est plein de petites histoires, justement, de Small Town. Donc, puis ce qui est intéressant avec cette série-là, c'est que c'est chaque saison qui est représentée dans chacun des livres. Fait que celui-là, c'est thématique printemps. Moi, j'ai vraiment vu la couverture, puis ça m'a intéressé parce que justement, ben, c'est la fille qui est une propriétaire d'une bakery, une pâtisserie. Voilà, merci. Fait que, tu sais, c'est tout le temps un peu moi, les small town romance, je trouve ça le fun parce que t'as tout le temps comme un petit peu de gossip. Là, oui. Tout le monde est au courant de tout, là, tout le monde se connaît. Puis là, t'as-tu vu avec qui casting? Puis là, t'as-tu vu avec qui est rendu? Puis Fait que c'est tout le temps intéressant pour ça, pour les small town romance. Fait que c'est ça. Celui-là, ça serait le premier que je lis. Mais je pense que pour Love Light Farms, je crois que c'est le genre de interconnected que t'as pas besoin de le lire en ordre. Non, parce que moi, j'ai lu Love Light Farms puis In the Weeds. Je sais même pas si c'est dans le bon ordre. In the Weeds, c'est automne. Love Light Farms, c'est hiver. Parce que c'est comme plus Noël. En tout cas, ben, c'est ça. Puis mais c'est ça, c'est vraiment comme dans une petite ville. J'ai d'autres exemples qui m'ont venu en tête. Des livres, peut-être j'ai plus lu. En tout cas, il y a. Comment ça s'appelle? The Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore, qui elle aussi, elle fait comme des livres un peu pour chaque saison. Mettons, on a de Pumpkin Spice Café, que c'est l'automne. Oui, Cinnamon Bun Bookstore. Fait qu'on a une coupe. Christmas Tree Farm. Oui, c'est ça. Puis Strawberry Pancake. Ouais, il est pas sorti encore. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment comme un peu ça, sa thématique. C'est toutes des petites aventures de magasins. Justement, il y a beaucoup comme de rumeurs, des petits clubs de lecture, là, tout le monde sait qu'est-ce qui se passe. Je vais parler de Archer's Voice aussi, que justement, le gars est comme un peu, lui, il habite genre dans la forêt, dans sa petite cabane, puis il parle à personne. Il est comme vraiment rendu tout seul parce qu'il s'est passé comme quelque chose dans son passé. Puis la fille, elle décide comme, moi, c'est mon défi, genre, de comme créer un lien avec lui. Fait que ça passe dans un petit village. Il y a A Novel Love Story de Ashley Poston, que la fille, comme, sur la route, tombe dans un village fictif dans un de ses livres. Mais c'est vraiment comme un petit village, c'est que tout le monde se connaît. Puis j'avais aussi It Happened One Summer de Tessa Bailey, qui est comme, c'est comme un peu une zoologie, là, avec Hook, Line and Sinker, qui se passe dans un petit village, comme sur la côte, village de pêcheurs. Puis là, les filles, elles, ils habitaient comme à Los Angeles, là, c'est comme vraiment la grosse dualité de leur ville. Ça, c'est drôle. À comme petit village. Fait que ouais, c'était drôle. J'en ai un qui vient de me popper en tête, là, c'est Where the Crawdads Sing. C'est là où les écrevisses chantent. C'est pas tout à fait une romance, c'est plus comme mystère, mais il y a beaucoup de romances en sous-titres. J'ai pas lu le livre, mais j'ai vu le film. C'est bon? Il est excellent. Moi, j'ai le livre, mais j'ai pas vu venir la fin. J'ai pas envie de lire le livre. Le film est bon. Le film est bon. Mais j'ai pas vu venir la fin, fait que j'étais très contente pour ça. Puis dans le fond, ben ça vient un peu en lien, mais la prochaine, en fait, là, que j'allais faire justement une ode à Elsie Silver, parce que c'est une des choses que j'ai le plus entendu dire que c'est The Master of, puis c'est les Found Family.
Oui, ben moi, j'en ai plusieurs à parler dans Fun Family. Fait que, tu sais, dans le fond, il y a toute Elsie Silver, en fait, en particulier Chestnut Spring, à cause des soupers de famille, en particulier, que ça a l'air que c'est comme un gros élément dans ce... C'est ça, c'est comme tout le monde est comme vraiment proche, là, tu sais. Au début du livre, peut-être moins, puis là, il crée comme des liens avec ça, là. Genre, c'est comme toutes des couples qui se ramassent ensemble à des soupers de famille avec le père qui, comme, lui, genre, il organise tous les soupers pis tout. Fait que oui, c'est vrai, Chestnut Spring, c'est une bonne idée. Ben, c'est sûr, comme côté fantastique, à Cotard, Throne of Glass. À Cotard, Throne of Glass, justement, dans celui que je suis en train de lire, là, Kingdom of Ash, c'est là qu'on voit vraiment à quel point, pas juste Found Family, mais comme Found Family qui viennent toutes s'allier ensemble aussi pour le même enjeu. Fait que, tu sais, c'est vraiment le fun de voir que tous ces personnages-là qui ont été introduits à mesure vont tous servir à quelque chose pour être tous ensemble. Puis, tu sais, c'est vraiment, là, Found Family dans le sens, là, c'est vraiment comme des gens qui sont pas nécessairement dans ta famille, mais qui, justement, seraient prêts, là, à faire, là, n'importe quoi, là, pour te protéger, pour te défendre. Créer des liens tellement proches, ça devient comme une famille, même s'ils n'ont pas de lien de sang. Exact. Il y en a qui peuvent inclure des liens de sang, c'est comme justement à Chestnut Spring, si je me trompe pas, il y en a plusieurs là-dedans, c'est des frères, il y en a un qui est adopté. Frères. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que ça peut être comme un mélange de tout ça, mais ouais, Kingdom of Ash, c'en est un bon exemple. J'avais Six of Crows de Lee Bardugo, que c'est comme 6 personnes qui ont un peu exclu de la société, tu sais, qui ont été comme soit rejetées par la famille ou comme devenues esclaves, fait qu'ils se mettent comme tout ensemble pour réaliser une mission. La série Windy City aussi, un peu comme Chestnut Springs, que tout le monde crée des liens, puis on fait ça, ils font comme des activités, des soupers ensemble, puis là, les enfants ils sont là, tout ça. Magnolia Park, ce qui est vraiment un très bon exemple parce que tu sais, c'est des amis, mais comme justement, là, tu sais, ils feraient tout pour se protéger. Ils sont tellement très, très proches, ils se chicanent comme une famille. Ils se soutiennent beaucoup. Puis, ben, la série Addicted Calloway aussi, que c'est comme... C'est ce que je me disais que t'allais en ligne. Trois couples, dans le fond, 3 sœurs, là, puis leur chum, que c'est fou comment que... Eux autres, tu sais, chacun leur famille, c'est pas tant des bonnes personnes, là. Fait ils sont comme vraiment créé une famille entre eux. Ben, c'est que là, ils se soutiennent comme pour à travers n'importe quoi. Là. Ben, c'est ça. Souvent, ce que j'aime beaucoup des Found Family, c'est que c'est énormément touchant parce que tu finis par comprendre que, ben, les personnages, à mesure que tu apprends à les connaître puis les comprendre, c'est qu'ils ont tous un peu des traumas vécus d'ailleurs, puis ils s'aident vraiment de cette façon-là. Tu sais, le Found Family, ça sert beaucoup à ça, justement, de trouver des personnes que, OK, ben, t'as eu des choses dans ta vie, peut-être que justement les parents ils ont pas nécessairement été présents, ils ont pas été capables justement de donner ce que tu avais besoin à ce moment-là. Ben là les amis ou les personnes, tu sais à mesure, ça a comblé un peu ça. Puis tu me diras si je me trompe, mais souvent les interconnected, tu sais justement, ben t'en as nommé plusieurs là, justement Magnolia Park, Addicted, ça va mener naturellement à ça. Ben honnêtement, moi pour comme considérer un livre tu sais, dans un fan family, d'habitude, c'est une série, parce que dans un livre, c'est dur de comme développer vraiment un attachement puis de pouvoir développer les liens entre les personnages autant que ça pour qu'ils deviennent comme une famille. Fait que tout ce que j'ai nommé, c'est des séries sur plusieurs livres. C'est même pas des duologies, c'est sur plusieurs livres. Exact. Au moins 3-4 livres là, pour que tu te dises, là, tu sais, ben justement, comme à Cotard, tu t'en rends compte vraiment un peu plus après parce qu'il y a comme un circle. Après ça, ben dans Throne of Glass, ils appellent ça le quadrille, là, le cadre finalement qui entoure Rowan, surtout en particulier. Puis tu sais, c'est ça. C'est le fun de voir les personnages évoluer ensemble, puis les interactions entre chaque. C'est une chose que j'aime beaucoup. Oui, aussi, c'est vrai que c'est le fun. Surtout c'est ça quand t'as une série, puis là tu sens tellement d'attachement envers les personnages. Oui, puis là tu vois qu'ils s'aident puis tout, ça rajoute un petit quelque chose, je trouve. Ouais. Le prochain que j'avais sur la liste, moi, c'est milliardaire, royauté, célébrité. Je les ai toutes mélangées un peu ensemble parce que c'est souvent là un rapport de pouvoir en particulier. Là, tu sais, il y en a un là qui est milliardaire, qui a de la royauté ou de la célébrité, qui fait que justement ça change un peu la dynamique, puis exactement ça que j'avais. Fait que Lauren Asher est très bonne pour les livres de milliardaires parce qu'elle a 2 séries. Okay? Exact. C'est Dreamland Billionaire. Il y a 3 livres. J'ai pas amené le 3e parce qu'il est très épais là. Mettons, elle a The Fine Print, Terms and Conditions, puis The Final Offer, que c'est 3 frères milliardaires. Elle a aussi sa nouvelle série Lakefront Billionaires, qui a
Love Redesign et Love Unwritten, puis qu'il y en a un prochain qui va sortir éventuellement, que c'est encore une fois des milliardaires. Ouais. Mettons, côté plus célébrité, je l'ai comme inclus, j'étais pas sûre, dans Whiteside, Elsie Silver, la fille, c'est une chanteuse internationale de country. Ben oui, fait que je l'ai mis vu effectivement. que c'est une célébrité. Ça peut rentrer aussi. Je sais que tu m'avais parlé de Addicted à un moment Oui, je donné. l'ai Quand... mis. OK, c'est ça. Parce que dans la série Addicted Calloway, pas au début, mais quand même au début, leurs parents sont quand même assez riches, là. Mais plus que l'histoire avance, même les personnages deviennent comme connus. C'est comme un peu devenu la genre de famille Kardashian, mettons, là. C'est ça, ils ont de l'argent, ils sont beaucoup dans les médias, il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup, tu sais, de paparazzi, tout ça. Fait que je l'ai entré là-dedans. Je trouvais que ça fitait quand même bien. Puis ça me fait penser, autre livre aussi, Twisted Games de Anna Wong, parce que la fille, c'est devenue comme la reine d'un comme un petit pays en Europe. OK. Puis le gars, c'est son garde du corps, là. Fait qu'il y a quand même un côté comme argent, royauté, tout ça. Ben justement, parlant de Anna Huang, j'en ai un ici, Oui, là. Justement, toute sa série, c'est les Kings of Sins. Moi, j'ai King of Wrath ici, qui est le premier. Dans le fond, c'est tous des billionnaires CEO de quelque chose, là. Fait que celui-là aussi va rentrer dans un autre trope qu'on va parler. Mais toute cette série-là est basée là-dessus. Puis je trouve ça cool parce que Kings of Sins, il y a justement c'est les 7 péchés capitaux, dans le fond. Fait que même si c'est tout le même concept au départ de billionaires, ben après ça, il y a des sous-titres après. Fait que ça peut être intéressant des fois, ce rapport de pouvoir-là, parce que on voit que des fois, ça peut être associé à un personnage négatif, mais des fois, ça peut être le contraire. Puis, tu sais, la personne, elle, c'est un peu self-made, puis là, tu vois que c'est vraiment des valeurs différentes, fait que ça peut aller autant dans un sens que l'autre. Ce qui est le fun un peu justement les romances, c'est ça, tu sais, millionnaire, milliardaire, c'est que, tu sais, c'est comme un peu tu sais, c'est pas tant réaliste. Fait que, ils font plein de sorties, ils font des voyages, ils ont des jets privés, ils ont des gros chars, ils ont la vie de jet set. C'est ça, là. Fait que ça, c'est le fun à lire. Oui. Mais justement, ça me parlait de King of Wrath. Me fait penser qu'on voulait parler des mariages arrangés. Oui. Ben, King of Wrath, c'est ça. C'est ça. C'est ça que je voulais dire par il y a un autre trope, là, c'est vraiment le mariage arrangé. Puis en fait, c'est pas pour rien, là, justement, la bague, c'est vraiment pour ça. Il y a un principe de mariage arrangé. Ça aussi, ça fait partie des prochains livres que je veux lire, là, probablement après Seven Years Slip. Parce que je veux vraiment la commencer bientôt. Il y en a plusieurs. J'ai déjà comme acheté tous ceux qui sont sortis, là. Mais ça a l'air vraiment intéressant comme interconnected, celui-là. Je n'ai parlé tantôt, mais Terms and Conditions de Lauren Asher, justement, c'est que le gars, pour pouvoir comme hériter de, justement, là, tu sais, l'argent qu'il pourrait hériter de son grand-père, ce qui est écrit dans le testament de son père, c'est qu'il doit se marier. Fait qu'il décide de marier comme son assistante au bureau. Tu sais, il prend comme un peu la première fille du bord, là. Fait que là, elle vient habiter avec lui. Tu sais, c'est ça. Il y a comme proximité forcée aussi dans là-dedans, parce que c'est ça. Elle doit comme déménager chez lui, puis il faut qu'il y ait un enfant aussi. Ah, bon. Ouais, c'est comme dans... Ben, ça le dit, hein. Terms and Conditions, il y en a plusieurs. Puis, autre que je l'ai mentionné, Bride, de Annie Hazelwood, qui est comme un livre assez différent pour elle, parce que c'est dans un monde de, comme, vampire, loup-garou. Justement, c'est comme, il me semble que c'est son père, à la personnage principale, qui décide qu'elle va se marier avec, comme, un peu le chef des loups-garous. Oui, fait qu'elle est comme forcée, justement, comme, à aller habiter avec lui, puis de se marier, même si les deux, ils veulent pas. Après ça, moi, le dernier petit exemple que j'aurais, ben, c'est Anthony. Parce que dans Bridgerton, en fait, pour ceux qui savent, on sait avec qui Anthony termine, mais au départ, Anthony a un mariage arrangé avec Edwina, qui est le Diamond of the Season de cette année. Puis, des fois, c'est ça qui est intéressant avec les mariages arrangés, c'est que des fois, les deux personnes qui sont dans le mariage arrangé finissent ensemble, mais des fois, le mariage arrangé fait en sorte que ça développe une autre romance à côté. Puis là, c'est plus comme, justement, une espèce d'amour interdit qui devient intéressant. Fait que ça peut amener les deux sortes de dynamiques aussi. C'est vrai. J'avais Grumpy Sunshine. Oui. Qui est un show que beaucoup de gens aiment aussi d'habitude. C'est comme le gars Grumpy puis la fille Sunshine. Mais des fois, il y a l'inverse. Pas toujours. Exemple, Wild Eyes de Elsie Silver. C'est vraiment la fille qui est plus comme Grumpy, refermée. Puis le gars West, lui, il est comme un peu un Golden Retriever. Là, genre, il a ses enfants, il est full gentil. Genre, il est full comme présent dans la communauté de leur village. Heartless, Elsie Silver, encore une fois. Que là, c'est vraiment le gars, lui, c'est ça, c'est un père, son enfant, il a genre peut-être, je sais pas, 8-10 ans, quand même plus vieux. Puis lui, c'est ça, la mère de son fils est partie, fait que lui, il est vraiment fermé, puis il veut comme pas parler à personne. Puis la fille, Willa, elle est comme tellement extravertie, genre, elle fait des blagues, elle est full fun avec les autres, genre, elle crée des liens full facilement avec les gens. Fait que t'as comme
deux personnes très différentes, puis là, elle a réussi comme à percer comme sa carapace. Ouais. Moi, dans Grumpy Sunshine, j'en avais pas vraiment, mais en y repensant un peu, je pense que Better Than the Movies peut rentrer là-dedans. Parce que Wes, ça peut être considéré un peu au début comme un grumpy. Puis Liz, ben, qui est une hopeless romantic, qui est complètement head over heels de son beau Michael. Là, elle voit juste des cœurs partout, puis tout ça. Fait que c'est sûr que ça pourrait être considéré comme un Grumpy Sunshine. Mais sinon, moi, j'en ai pas vraiment lu encore qui sont vraiment là classiques Grumpy Sunshine. Là. Un autre que j'ai nommé tantôt, It Happened One Summer. Le gars, c'est un pêcheur, comme tu sais, un barbu, là, tu sais, vraiment comme gars masculin, que genre lui, il est tranquille, il fait ses affaires, il parle pas vraiment aux autres. Là, t'as la fille qui arrive, genre elle, c'est ça, là, c'était comme une célébrité à Los Angeles, c'est comme avec de l'argent, fait que là, comme elle arrive, puis comme, elle tape vraiment ses nerfs. Fait que lui, il est comme vraiment grumpy. Puis The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Que ben c'est fake dating aussi, j'ai pas pensé le nommer tantôt, mais fake dating parce que justement la fille a dit qu'elle sort avec quelqu'un, en tout cas, avec la pomme comme un des professeurs à l'université, puis elle décide comme de l'embrasser, genre comme là, cool! Ils font semblant de sortir ensemble. C'est ça, le gars, justement, c'est un peu typique masculin, genre très réservé à son affaire, tu sais, un peu comme nerd. Puis là, ben, elle, c'est ça, elle est comme plus extravertie dans le monde de la science. Puis, ben, Twisted Games aussi, parce que le gars, c'est un garde du corps, fait il est comme assez réservé. Puis, c'est ça, tu sais, comme un peu comme amour interdit, tu sais, qu'elle peut comme pas sortir avec son garde du corps, tu sais. Fait que, c'est ça, comme lui, c'est même s'il y a des sentiments pour elle, comme il se retient vraiment, puis il est comme non, on peut pas rien faire, puis là, il est très froid, là. Techniquement, ça pourrait être considéré comme une workplace romance, parce que lui, c'est son travail. C'est sa job, ouais. Mais moi, j'aime beaucoup le Grumpy Sunshine quand c'est inversé. Oui, j'avoue, moi quand c'est la fille qui est grumpy, puis le gars qui est un peu plus ça me fait sunshine. penser, dans Reckless, ça serait un grumpy, parce que la fille, Winter, est comme vraiment considérée comme un peu une bitch, là. Genre, c'est comme... Elle sortait avec l'ex à sa sœur, genre, tu sais, comme des histoires un peu comme elle a l'air un peu bitch. Puis là, ben, le gars, Théo, lui, c'est vraiment comme tu sais, un gars, genre, sweetheart. Drôle, tu sais, qui s'entend bien avec tout le monde, tu sais, toutes les filles trippent dessus. Puis là, ben, justement, elle est comme, elle veut rien savoir de lui au début. Genre, tout le monde l'aime pas, cette fille-là. Puis là, finalement, en apprenant à la connaître, c'est encore, ok, vraiment nice. C'est juste que comme elle mettait vraiment comme un mur devant elle pour comme pas ressentir ses émotions. Fait que c'est un autre bon exemple. Parce que S.A. Silver, il y a tellement de tropes dans tous ces livres. Ben oui, c'est ça. Parce qu'il y a une autre trope importante qu'on va parler tantôt dans ce livre-là. Moi, la prochaine que j'avais, c'est Slow Burn. Oui! Fait que Slow Burn, moi, l'exemple par excellence là, qui est vraiment mon préféré, ben c'est Powerless. Parce que dans le fond, je pense que tu l'avais avec toi. Oui, je l'ai amené. Fait que, ben c'est ça. Encore là, on n'en parlera pas énormément parce qu'on en parle très, très souvent. Mais Powerless, en particulier, là, le Slow Burn est vraiment très bien fait. Pour moi, un slow burn, c'est vraiment comme une romance qui se développe lentement, mais pas nécessairement trop lentement, puis pas nécessairement non plus qui s'étire pour vouloir s'étirer parce que là, genre c'est ok, mais oui, mais non, mais oui, mais non, parce qu'à un moment donné, ça peut devenir vraiment répétitif. C'est un peu ce qui est arrivé malheureusement dans la suite, fait que c'est pour ça que c'est vraiment plus avis partagé, agree to disagree. Puis après ça, ben c'est ça. Dans Powerless, c'est vraiment bien fait. C'est ça. C'est vraiment là une romance qui se développe tranquillement, puis avec beaucoup de petits build-up. Ben c'est ça, il y a beaucoup de tension pour que ce soit. Moi, je trouve pour que ce soit un bon slow burn. Fait que là, il faut qu'il y ait beaucoup de tension. Puis tu sais, des moments où c'est que tu es comme, oh my god, est-ce que ça va être là? Puis finalement, non. Non, tu sais, genre, justement, ça. Que t'as vraiment hâte qu'ils se mettent ensemble, mais que t'aimes justement le build-up de comme c'est quand que ça va arriver. Fait que Paris, c'en est un bon. Yours Truly de Abby Jimenez, pour vrai, très slow burn parce qu'il genre, il se passe rien comme avant, genre, la fin, là, genre. Pour vrai, c'est quand même assez slow burn. Puis, fait que si vous aimez ça, c'est une bonne recommandation. Six of Crows, c'est un livre plus fantastique, mais il y a quand même des petites romances là-dedans que ça prend quand même du temps à se développer, que comme, tu sais, les deux, ils s'avouent pas qu'ils ont des sentiments, que là, ils sont comment on peut pas être ensemble. Fait que là, c'est quand même long avant que ça se crée pour de vrai. Un autre bon exemple de vraiment un slow burn plus lent, là, Once Upon a Broken Heart de Stephanie Garber. Parce que c'est sur la trilogie complète, oui, presque. C'est sur la trilogie complète parce que le gars, lui, il a comme un genre de curse que s'il embrasse quelqu'un, la personne meurt. Fait qu'ils peuvent comme même pas avoir de rapprochement. Fait que c'est vraiment comme la tension du build-up, mais comme qui se passe
Tu sais, c'est ça, c'est pas vite, mais comme quand t'arrives à la romance, que finalement ça arrive, t'es comme « Yes! » Ouais. Nice! Ouais, un autre bon exemple. Après ça, après le slow burn, on avait, ah! He falls first. Ouais, en fait, j'ai pas trouvé d'exemple pour Moi, ça. j'en ai 2 pour ça. Ouais, ben, je sais que t'avais mis Divine Rivals. Non, je l'avais pas mis, mais Ah, moi, je l'ai effectivement, mis. c'en est un. Parce que, justement, ils s'écrivent des messages par... Oui. comment ça s'appelle? Typewriter, Le là, typewriter. une machine à écrire. Ouais, à la machine à écrire, ils s'écrivent des messages. Puis elle sait pas que c'est lui, mais lui, il sait que c'est elle. Oui. Fait que dès le début, genre, lui, on dirait qu'il a comme tout le temps eu un peu un Ah, petit crush ouais. sur Puis elle, là. il est déjà en amour avec quand ils Ouais. travaillent ensemble. Là, Ben, il est c'est genre en ça. admiration. Puis il Ouais. se fâche parce qu'il est comme au début, hey, non, là, c'est ma rivale, faut pas que je sois Ouais, genre en c'est ça. admiration devant son travail. Puis ça fait partie de son stress, justement, Ouais. parce qu'il sait qu'elle est bonne. Là. C'est ça. Fait que, ouais. Moi, un bon petit He Falls First, c'est Court of Silver Flames. Parce Ouais. que Cassian C'est vrai, est quand même. en amour head over heels. Mais avec c'est Nesta. quand même subtil. Genre, il dit pas dès le début, C'est ça. genre, je Fait suis que en moi, c'est amour pour ça avec. que je trouve que c'est un bon He Falls First, parce que Mm. des fois, faut pas que ça soit trop évident. Ouais. Puis c'est vraiment quand, justement, ils vont se retrouver avec des enjeux plus gros que là, on va l'apprendre. Que c'est comme, OK, là, C'est depuis le ça. début, c'est à cause de ça, là. Puis j'avais pas écrit mais White Love parce que le gars, justement, il tripe sur elle depuis qu'ils sont jeunes. Là. Justement, c'est la sœur à son meilleur ami. Puis là, justement, elle revient comme dans le village. Fait que là, il y a comme enfin sa chance. Là. Effectivement. Puis un autre petit exemple que j'ai ici, c'est Just for the Summer. Parce que dans le fond, c'est subtil parce que c'est pas, il y a pas une grosse durée de temps entre le déclic, mais c'est parce que dans le fond, dans les deux personnages principaux, on a Emma et Justin, puis c'est définitivement Justin qui fall first parce que c'est lui, premièrement, qui va l'attirer à venir dans son hometown à lui. Il va y organiser des dates pis tout ça. Puis Emma, ben on apprend justement qu'elle a quand même un passé un peu rock'n'roll. Ses relations, ça a été un petit peu difficile, dont avec sa mère. Fait qu'elle est comme un peu moins ouverte, tandis que Justin, lui, il est tellement en amour avec Emma. Genre, c'est comme, oh mon Dieu. Puis là, même jusqu'à la toute fin, là, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer entre les deux, là, parce qu'il y a comme un gros événement qui fait comme pouf! Ça explose, fait que ouais, c'est un bon He Falls First. Il tombe vraiment en amour avec. Ouais, c'est comme un. Tu sais, ça fait. Moi, je trouve oui, c'est un trope, peut-être moins comme moins évident. Ouais, ben c'est ça. Plus subtil, ouais. Puis il y a des tropes, effectivement, tu sais, on l'a vu là justement, entre autres dans SC Silver. Un trope empêche pas d'autres, là. Non, dans des le sens fois, il y qu'il a y en plein a beaucoup d'affaires qui sont ensemble. Ouais. Puis effectivement, il y en a tout le temps un qui est comme principal, mais après ça, effectivement, He Falls First, ben tu sais, ça peut être un peu plus subtil comme que ça peut être vraiment évident, là. Il y a aussi, dans ACOTAR, il y a un bon He Falls First, mais pour ceux qui l'ont pas lu, je veux pas spoiler. C'est vrai. Une troupe que moi j'aime beaucoup, Seconde Chance. Oui. Que justement, mes préférés. J'ai parlé tantôt de Lauren Asher, là, je l'ai pas amené en tant que telle, là, mais c'est dans le fond, c'est Final Offer qui vient après Terms and Conditions. Que justement, c'est deux personnes qui sortaient ensemme avant, puis là, ben, le gars, il a comme un peu, c'est ça, des difficultés personnelles qu'il a faites qui se sont laissées. Puis là, ben, il essaie un peu comme de reconquérir. The Happy Place aussi, parce qu'ils se sont laissés. Puis là, ben, justement, en faisant semblant d'être ensemble, ils se donnent un peu une seconde chance. Love in Other Words. Moi, c'était mon exemple. Parce que, bon plus d'être un ami vers amoureux, ben, c'est vraiment un second chance parce que on commence le livre en sachant qu'ils sont plus ensemble puis on sait pas pourquoi. C'est ça. Fait que, veux pas, ça mène aux deux à se donner une deuxième chance, là, en quelque sorte. Puis ça m'a vraiment fait tomber en amour avec les second chance. C'est un très, très bon second chance. C'est bien fait. Dans la série Magnolia Parks, je dirais qu'il y avait pas mal les deux couples principales, mettons, parce que quand on commence Magnolia Parks, on sait que Magnolia et BJ sortaient ensemble avant, pendant quand même plusieurs années. Que là, ils sont plus ensemble. Puis là, ben, justement, les deux sont encore en amourette avec l'autre parce que c'est genre un peu des âmes sœurs. Genre, il y a personne qui va comme un peu battre l'autre. Puis justement, ça prend du temps avant qu'ils sont comme, OK, là, on se donne une autre chance, là, ça fonctionne pas, fait que ils donnent une autre chance, là, ça fonctionne pas, ils donnent une autre chance. C'est que c'est pas juste seconde chance, c'est comme multiple. Plusieurs chances. Tu sais, il y a le couple de Daisy et Christian, qu'eux, ça leur rencontre vraiment comme dans le livre, mais c'est ça, ça arrive quand même plusieurs fois qu'ils se laissent, qu'ils reviennent ensemble, ils se laissent reviennent ensemble. Puis je l'ai mis là-dedans.
Puis j'ai mis aussi Love Redesign de Lauren Asher, que je l'ai mis dans Seconde Chance, c'était que justement c'est des... Ben, il me semble aussi qu'ils ont grandi ensemble, là, fait que ça pourrait être dans d'autres choses. Ouais, ben souvent Seconde Chance, veux pas, il y a quand même un contexte passé, ils ont là. eu, c'est ça, ils ont eu un passé ensemble. Ça. Fait que des fois ça peut être dans leur enfance, des fois ça peut être un bon bout de temps avant qu'ils se revoient pas, mais moi, c'est tellement un trope que j'aime là. Je trouve que j'adore. c'est pratiquement celui qui a le plus de chances de me faire pleurer parce que je trouve que un peu comme ce qu'on avait dit avec Friends to Lovers. Oui. Il y a lui aussi. Ouais. Parce que dans le fond, c'est que t'as tellement un attachement. Un attachement envers les deux, puis t'es comme « Ah, mais pourquoi ça fonctionne pas? » Puis tu veux que ça fonctionne pour les deux. Moi, un que j'ai là en particulier, que moi c'est plus un film, là, c'est Love, Rosie. Qui est un second chance. Parle-moi-en pas, je vais me pleurer. C'est hallucinant. Hallucinant. D'après moi, ça vient d'un livre, là. Oui, il me semble qu'il y a mais si vous avez aimé Love, Rosie, lisez Magnolia Parks. Pour vrai, là, c'est ça. C'est vraiment, là, je trouve que c'est le type de romance qui va venir le plus me chercher, les second chance, parce qu'on dirait que c'est comme, voyons, pourquoi ça marche pas? Puis là, t'es comme, puis ça fait mal au cœur. Tu sais, il y aurait même genre The Notebook. J'ai pensé à la même affaire, The Notebook, parce que sur un livre. C'est ça, exact, parce que dans le fond, c'est ça, c'est que au début, c'est plus à cause de leurs parents que ça fonctionne pas, parce que là, dans le fond, Noah, il a pas une bonne réputation, fait que là, ses parents qui veulent rien savoir que leur fille sorte avec un gars comme ça, pis nanana, pis en tout cas, je trouve que ça vient chercher, puis c'est parce que des fois, c'est ça, c'est que c'est quand même sur une longue timeline, les second chance. Fait que tu sais, t'as comme un passé, t'as un contexte. Il y a beaucoup de sentiments. Il y a beaucoup de nostalgie aussi. En tout cas, je sais pas pourquoi ça vient me chercher tout le temps, ces romances. Je viens de passer, tu sais, Every Summer After, le concept ressemble quand même pas mal à Love in Other Words, là, parce que justement, c'est des amis d'enfance qui sont tombés en amour, puis là, ben, il arrive quelque chose qui fait que, ben, ils se voient pas pendant des années. Là, ils se revoient, c'est ça. Plusieurs années plus tard, là, ils sont comme, c'est ça, tu sais, est-ce qu'on essaye comme de retrouver quelque chose? Ouais, mais c'est quoi qui s'est passé? Pourquoi tu m'as laissé? Quand même un livre très émotif aussi, là, pour vrai. Il y a beaucoup de gens qui l'ont comparé à Love in Other Worlds, qui se demandaient, est-ce qu'il y a des trucs qui ont comme été un peu inspirés, copiés? Mais, en tout cas, moi, je l'ai aimé quand même. Fait que si vous avez aimé Love in Other Worlds, vous allez aimer celui-là. Ben oui, puis des fois, c'est sûr que, je veux dire, des fois, quand il y a deux tropes, un trope qui se retrouve dans une histoire ou une autre, c'est sûr qu'on va trouver des choses de similaires. Puis veut pas aussi, en 2024, il y en a beaucoup des livres qui ont été écrits. Là, c'est ça, c'est normal. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est de savoir comment les auteurs le font. C'est la manière que ça a été fait, des fois que ça peut être intéressant. Grossesse surprise! Ouh, ton préféré! Pas tant. Par contre, j'ai beaucoup aimé Reckless de S.C. Sever, que je disais tantôt qu'il y avait un autre trope. C'est justement après un one night, la fille tombe enceinte. Sauf que, ben, justement, ça arrive que ça a donné que comme le gars était comme parti, parce que lui, il fait du rodéo aussi. Il est comme parti. Puis là, il avait comme plus de contact avec elle, fait qu'il savait même pas qu'elle a eu un enfant dans le fond. Fait qu'elle elle le détestait en disant genre, il est jamais revenu pour l'enfant, tu sais. Fait que c'est vraiment comme, ils apprennent à, c'est ça, tu sais, comment un peu élever leur enfant ensemble, comme est-ce que ça pourrait marcher dans un couple à long terme. Fait que il y a celui-là ici qui c'est justement Grossesse surprise. J'ai lu The Goal de Elle Kennedy, que c'est justement aussi là Grossesse surprise. Par contre, je l'ai moins aimé celui-là. Le début, c'est quand la romance démarre, j'ai aimé. Là, quand elle est tombée enceinte, j'étais comme, non, là, j'ai perdu l'intérêt. Mais c'est pas une chose que je vais lire souvent. Faut vraiment que ce soit bien écrit. Comme Elsie l'a vraiment très bien écrit. Pour vrai, ce livre-là, même s'il y a une grossesse surprise, je l'ai adoré. Genre, c'est mon préféré dans la série Chestnut Springs. Même si c'est une chose que j'aime pas d'habitude. C'est ça. Fait que ça prouve. Moi, je l'ai pas écouté, mais il y a... je l'ai pas écouté. Je l'ai pas lu. Mais il y a Out on a Limb qui a l'air... c'est parce que vu que je suis beaucoup de YouTubers là, qui l'ont lu, là, ça a l'air que c'est vraiment très bien fait. On dirait, moi, ça me fait peur, ce genre de livre-là, parce que j'ai peur de pas aimer ça. Ouais, je comprends. Parce que ça fait partie des choses qui sont un peu plus délicates. Parce qu'effectivement, tu sais, ça peut ressembler à un trigger, vu que c'est quand même un sujet, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec la grossesse, c'est pas tout le monde qui veut des enfants, puis c'est bien correct c'est ça. aussi. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse juste pas du tout. Genre, je veux pas avoir d'enfants, je tripe pas sur les enfants, la grossesse me...
me fait peur. Mais ce que j'aime dans Reckless, c'est que dans le fond, il y a comme un peu un temps, un skip dans le temps, là. Dans le sens que la fille tombe enceinte, il y a comme, je sais pas, 1 an peut-être de décalage. Fait que il y a pas tout le temps, genre, de la grossesse, puis là, les rendez-vous chez le médecin, que comme ce bout-là m'intéresse vraiment pas. Fait que je pense que ça peut être une raison pourquoi que j'ai aimé Reckless, parce que il y a le bout au début, puis là, après ça, il y a comme le après, que c'est vraiment le couple, les 2 personnes ensemble qui apprennent à comme élever l'enfant. Fait que là, j'ai plus aimé. Fait que c'est plus du parenting. Ouais. Par contre, ce qui est un peu bizarre, en tout cas, j'aime beaucoup les livres de parents célibataires. C'est ça. Ça, c'est la prochaine chose, justement, de monoparentalité. Puis ça, je sais que, justement, je vais te laisser commencer avec Call Up, si tu veux. Call Up, justement, le père a eu un enfant, il est quand même jeune dans le livre, il y a peut-être comme 1 an et demi, 2 ans, quand même, assez jeune, que sa mère a décidé qu'elle s'en allait puis qu'elle laissait l'enfant. Fait que lui, c'est un joueur de baseball, puis justement, c'est dur de comme élever un enfant en jouant au baseball professionnel. C'est clair, faut tout le temps que tu bouges. Ben c'est ça, fait que justement, c'est ça, la fille de son coach devient comme la gardienne de son enfant. C'est une nanny. Fait que celle-là, je l'ai bien aimée. À part ça, j'avais mis dans Heartless, je l'ai nommé tantôt, mais justement, tu sais, le gars, le personnage principal, Cade, il y a un enfant. Fait que justement, il y a la gardienne qui vient l'aider. Puis White Love, dans le fond, parce que toute la série Rose Hill, ça va tout être des parents célibataires. C'est ça. Moi aussi, c'est ça que j'avais comme exemple. White Love, dans le fond, je trouve le concept il est le fun parce que je sais pas si c'est un spoiler un peu, là, mais dans le fond, le gars, Ford, il apprend qu'il y a une fille, mais c'est parce qu'il avait comme donné du sperme, genre. OK. Fait que là, c'est ça. Oui, c'est sa fille, mais comme, il y a pas, tu sais, c'était pas... Il n'y a jamais eu de contact avant. Non, c'est ça. Tu sais, c'était pas dans une ancienne relation. Puis, Wild Eyes, excusez-moi. Wild Eyes, qui vient après Wild Love. West, lui, il a 2 enfants. Puis justement, tu sais, il est séparé avec la mère. La mère est encore dans le décor, mais ils habitent plus ensemble. Ils sont séparés. Puis le prochain, ça va être aussi un père célibataire. Elle l'a dit, dans le fond, que toute cette série-là de Rose Hill, ça va être toute de la monoparentalité. Fait que je trouve ça super intéressant, dans le fond. Comme je me surprends, justement, je le mets tantôt, tu sais, je suis pas quelqu'un qui est full intéressé aux enfants, mais comme, dans ce genre de livre-là, j'aime ça. Ben oui. Ça me surprend, mais tant mieux. Ben oui, absolument. Le prochain, Friends with Benefits, qui finalement est seulement pour les relations d'ordre non amoureuse. Faut dire ça, ouais. Qui finalement peuvent se développer. Dans le fond, des personnes qui décident, ben regarde, on se met pas en couple, mais comme on va continuer à se voir pareil. Ben oui, pour le fun de la chose. C'est ça. Moi, j'avais Ugly Love de Colin Hoover parce que le gars, il est pas disponible émotionnellement. Fait qu'il dit, ben, regarde, moi, je t'offre qu'est-ce que je peux. Ben oui. Twisted Hate, que justement, ça dit dans le mot hate. C'est ça, c'est un peu comme, plus Rivals to Lover, là. Puis c'est, Twisted Hate, la fille sort avec le frère à sa meilleure amie. Ah, OK. Je l'ai pas nommé tantôt, mais il y a ça aussi. Fait qu'eux autres, ils s'aiment pas depuis longtemps, mais ils ont comme tout le temps eu un peu une tension entre les deux. Fait qu'ils rentrent là-dedans. Dans les livres de Elle Kennedy, il y a quand même quelques livres que c'est présent, surtout The Score, Play With Me de Becca Mack, que j'ai nommé tantôt, que justement le gars sort avec la sœur de son meilleur ami, ils ont comme pas le droit. Mais au début, c'est ça, c'est pas tant un couple, genre, on est en couple, on est comme blonde chum. Puis j'avais Collided de Lauren Asher, qui est dans la série Dirty Air, que la fille a comme fait un bucket list des choses qu'elle veut faire. Là, des trucs un peu pour découvrir sa sexualité. Fait que le gars, il l'aide avec ça. Ben oui. Fait que moi, c'était mes recommandations. Moi, j'en avais plus ou moins dans les Friends with Benefits, mais je sais que dans Kings of Sins, ça va être abordé beaucoup dans cette série. OK. Puis, il y en a aussi quelques-uns dans toute la série ACOTAR et la série Throne of Glass, entre autres. Fait que ça me surprendrait pas d'en trouver quelques-uns dans Crescent City. C'est quelque chose que j'aime, mais ça dépend de quelle façon c'est fait. Moi aussi. Parce que des fois, ça peut être comme, tu sais, moi, un type de romance que je lis moins, c'est la dark romance. Puis ça, il y en a beaucoup là-dedans. Puis j'ai rien contre la dark romance. Pour vrai, si vous aimez ça, go for it. Il y en a qui adorent ça puis qui vont se lancer là-dedans. Puis c'est vrai que c'est le fun, ça sort vraiment du contexte habituel puis tout ça. Mais c'est juste que moi, je suis moins à l'aise de lire ça parce que j'ai vécu des petites choses dans ma vie, comme n'importe quelle personne, qui font que quand ça se ramasse un peu trop dans le non-respect de la chose, puis que... Parce que des fois, c'est ça l'affaire avec les Friends with Benefits, il y en a tout le temps un qui finit par s'attacher un peu plus. Fait que là, des fois, c'est comme...
Fait qu'il faut que ça soit bien fait pour que Ouais, c'est ça, c'est pas ma chose préférée, moi non plus, parce que moi, je suis quelqu'un qui, justement, comme qui a besoin d'une connexion émotionnelle, comme au début. Exact. Fait que, tu sais, des fois, c'est comme un peu inversé. Fait que, justement, des fois, il y a comme, on dirait, il y a aucune connexion émotionnelle qui se crée puis ils se mettent en couple quand même. Fait qu'il y a comme ça que des fois j'aime moins, mais ça peut être bien fait aussi. Oui, ça dépend juste tout dépend de la roman, façon que c'est fait. Triangle amoureux, c'est une chose que beaucoup de gens aiment pas. Oui, effectivement, parce que ça aussi, ça peut être un peu particulier. Ça peut être frustrant. Honnêtement, moi, c'est ça que j'aime le moins, c'est que c'est frustrant parce que souvent c'est long avant que ils décident quel choisir. Exact. C'est surtout ça que c'est dans le choix, dans le fond. Moi, j'en avais deux, classiques, en fait, là, Twilight. Ah, ben oui! En partant. Ouais. Après ça, t'en as parlé un petit peu, là, tantôt, mais c'est The Summer I Turned Pretty. Ah, ben oui. Ça, c'est vraiment un classique. Triangle amoureux. Puis que ça prend du temps avant qu'il y ait vraiment un couple. Moi, c'en est une, ça, que je trouve frustrante. Oui. Parce que justement, elle alterne tout le temps entre les deux gars. Oui, puis ça finit juste par créer de la merde entre les deux frères. Les gars sont frères aussi, ça crée de la merde dans toute la famille. C'est ça. Fait que Billy, branche-toi, s'il vous plaît. Exact. Ouais. Puis l'autre, c'est Light Lark, en fait, qui est rendu maintenant une trilogie, Skyshade, qui vient de sortir récemment, fait qu'il y a 3 livres, mais dès le premier tome, c'est introduit comme étant un triangle amoureux, parce qu'on a Ayla, qui a 2 love interests, donc on a Oro, qui est le roi du soleil, si on veut. Là, le roi de Light Lark. C'est ça, le roi de Light Lark, mais dans le fond, je parlais comme plus son élément, là, c'est comme le soleil, la lumière, tout ça. Puis, bien évidemment, t'as son contraire, qui est Grimm, qui est vraiment le roi... Oui, Team Grimm à 100%, qui est le roi de la nuit. Ce que je trouve d'intéressant dans ce triangle amoureux-là, c'est que, techniquement, on pourrait se ranger d'un côté ou l'autre jusqu'à ce qu'on arrive au deuxième tome où est-ce qu'on comprend vraiment des affaires. Parce qu'il y a un contexte avec ça. Ça reste un triangle amoureux, mais c'est intéressant comment elle l'a exploité. Puis, tu sais, des fois, dans les triangles amoureux, là, c'est genre, il n'y a aucun rapprochement, puis genre, ça prend vraiment du temps. C'est ça. Dans la série, c'est qu'elle exploite quand même les deux relations. Exactement. Puis les deux relations sont quand même assez évoluées, sauf qu'on se rend compte que finalement, il y a comme une timeline entre les deux. Je veux pas nécessairement spoiler le deuxième, mais c'est ça. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant entre le développement qui fait que, au final, c'est parce que souvent, ce qui est difficile avec les triangles amoureux, c'est que veut pas, ça frôle un peu la tromperie des fois, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est dur de dire, OK, ben j'en garde un, mais finalement, je garde les autres. Puis là, c'est un peu comme jouer sur 2 tableaux. Puis là, parce que j'ai peur que, comme, il garde le triangle amoureux jusqu'à la fin. Ouais, il tire trop la sauce, là. Ouais. J'aimerais juste vraiment qu'elle décide, qu'elle fasse le bon choix. Exact. Que ça continue comme ça pour le reste de la série. Exact. Parce qu'un triangle... S'il vous plaît, demande spéciale. Si Alex Astor écoute ceci. Non, pour vrai. C'est juste parce que, effectivement, ce qui est le fun d'un triangle amoureux, c'est justement quand ça s'étire pas pour une éternité, là. Tu sais, on s'entend, Twilight, justement, c'est un bon exemple. C'est fucking cringe, comment que genre, OK, c'est parce qu'on le sait déjà, là, que c'est Edward que tu vas choisir. Veux-tu arrêter de niaiser, pauvre Jacob? Seigneur. Autre exemple de triangle amoureux, qui sont plus dans des séries mystères. Donc, dans le fond, l'auteur, Jennifer Lynn Barnes, elle aime bien ça, les triangles amoureux. Parce que dans sa série The Inheritance Games et The Naturals, il y a 2 triangles amoureux. Que moi, personnellement, ça m'a un peu déplu dans ces livres, honnêtement, parce que... en tout cas, The Naturals, je l'ai pas fini encore. Il me reste 2 livres à lire. Je sais pas avec qui elle va finir, comment ça va faire, mais c'est comme tout le temps un peu les deux en même temps. Il y a comme temps, tu sais, genre, elle parle avec un, puis elle se rapproche d'un. Puis là, il se passe une autre situation, puis là, finalement, c'est plus l'autre. C'est comme tout le temps, on ne sait plus, là. Fait que là, moi, ça me tape ses nerfs, honnêtement. Je comprends. J'aurais plus aimé, mettons, qu'il y ait vraiment juste un intérêt amoureux, puis en plus, que ce soit dans 2 de ces séries, je suis comme, c'est un peu poussé, là, comme. C'est correct, là. C'est un peu trop comme passé, là. C'est ça. Fait que moi, ça m'a comme un peu déçu dans ces livres, qui fait comme j'ai un petit peu moins aimé que d'autres. Ouais. Effectivement. Fait que dans le fond, ça fait pas mal le tour pour les tropes. Il y avait aussi, effectivement, Mafia puis Dark Romance, comme j'en parle, effectivement, tu sais, c'est moins un style qu'on a lu. Fait que moi, je me sentirais moins à l'aise de donner des conseils ou des recommandations. C'est ça. On n'est pas des filles qui, en tout cas, on n'a pas lu beaucoup de Dark Romance. Fait que non, peut-être que comme en lisant, il y en aurait qu'on aimerait. Sauf que moi, c'est pas un genre qui m'attire vraiment à cause que, justement, il peut y avoir des sujets.
qui peut confronter mes valeurs. Ben, Je c'est suis ça. quelqu'un, justement, que pour moi, c'est important, le respect, le consentement. Fait que quand il y a des trucs qui vont contre mes valeurs, j'ai de la misère à comme juste me dire que c'est une histoire puis aimer l'histoire quand même. Exact. Ouais, c'est pour ça. Pour ceux qui aiment les dark romance puis qui savent, qui parlent bien anglais ou qui sont bilingues, là, je vous conseille Larry. Honnêtement, c'est une très bonne YouTubeuse. Elle adore le dark romance puis justement, elle en parle d'une bonne façon dans le sens que comme elle et sa mère même en lisent, là. Fait que c'est fucking drôle, ils se donnent des recommandations pis tout ça. Mais c'est ça. Le dark romance, dans le fond, ça nous amène un petit peu justement aux trigger warnings. Fait que la différence entre les triggers et les tropes. Les tropes, en fait, comme on l'a un peu expliqué, c'est que c'est des thématiques. Tandis que les triggers, c'est plus comme des attention à. Fait que, tu sais, c'est un peu, là, je vous dirais, ce qui va faire que ça sera plus public général, là. C'est ça, puis ça peut arriver dans des livres, plus contemporains, plus romances, légères, tu peux avoir des trigger warnings, mettons, je sais pas, que le livre va parler de deuil, de suicide, je sais pas, de fausses couches, mettons. Sauf que dans les livres dark romance, c'est comme quasiment sûr qu'il va avoir un sujet qui peut, provoquer puis faire du mal à une personne. Des fois, il parle de meurtre, il parle de description de meurtre. Exact, c'est des agressions sexuelles. Explicite, c'est ça. Il peut y avoir beaucoup de choses, là. Exact. Moi, c'est ça, j'avais relations non consentantes, deuil, intimidation, meurtre, suicide, puis ben toute forme de violence en général. C'est souvent ça. C'est ça. Fait que tu sais, encore là, c'est pas pour étiqueter juste le dark romance parce qu'effectivement, il y en a plein là. Tu sais comme je pense à justement The Boys of Tommen, qui est une très très bonne série justement parce que ça parle entre autres on l'a pas lu encore. Non, mais de recommandations que d'une YouTubeuse qu'on suit là, Rachel justement, qui adore cette série-là. Il y a beaucoup de trauma dans cette série-là. Fait que tu sais, moi j'aurais tendance à dire que les trigger warnings, bon, ça dépend du vécu de chacun, puis ça dépend aussi dans le mood qu'on est. C'est ça, puis ça dépend des goûts littéraires. Il y en a que genre ils aiment ça lire des trucs plus gore, genre de meurtre, d'affaires de même, puis comme c'est bien correct. Puis il y en a qui aiment pas ça. Fait que c'est juste que comme c'est intéressant quand ils sont écrits déjà dans les livres parce que tu sais à quoi t'attendre. Puis là, ben, justement, t'as moins de chance de comme lire quelque chose qui va vraiment genre t'affecter puis genre affecter ton état de santé mentale. C'est comme pas tant de fun. Ben c'est vraiment ça parce que tu sais justement, dépendamment des choses qu'on a vécues, ben tu sais le thème, par exemple, je prends l'intimidation. Le thème de l'intimidation, ça dépend de quelle façon qui est abordé dans le livre. Fait que moi, un conseil que j'aurais peut-être pour n'importe qui, ça serait de voir ça, le site, moi, qu'on aime beaucoup les deux, c'est Goodreads, qui va avoir une description sans spoil du livre en tant que tel, qui va dire un petit peu les thèmes qui vont être abordés. Ou fait sinon, comme ça, même sur Internet, là, tu sais, vous écrivez le nom du livre, Trigger Warnings, puis s'il y en a, vous allez les voir, là, tu sais, mettons, je sais pas, là, il y a des gens, justement, tu sais, qui ont fait une fausse couche puis que, tu sais, c'est vraiment dur pour elle d'en parler, fait qu'ils vont voir, dans tel livre, ça arrive, ben, je veux pas le lire. Tu sais, c'est juste des petites choses comme ça pour, comme, se protéger nous-mêmes, genre, de pas lire des choses qui vont nous traumatiser. Ben oui, absolument, parce que il y en a d'autres, au contraire, que justement, comme un des trigger warnings que moi, je trouve que ça m'aide parfois, c'est par rapport au deuil ou même par rapport à l'anxiété. Des fois, comment que c'est abordé, ça peut être une façon thérapeutique de le voir aussi, parce que dépendamment de comment que c'est abordé, ça peut être vraiment plaisant de le lire, puis de se dire OK, tu sais, on se sent un peu plus écouté, on sent que c'est représenté, tout ça. Ou tu sais, on peut voir quelqu'un, mettons, je sais pas, qui vit de l'anxiété puis qui surpasse ça, tu sais, que ça peut être inspirant. Mais si vraiment quelqu'un qui a vraiment de la misère avec ça puis que, tu sais, c'est ça, là, que ça le trigger de lire ça, ben, c'est peut-être pas la meilleure lecture pour cette personne-là. Fait que c'est vraiment du cas par cas. Mais si on voulait en parler juste pour comme faire la différence, que peut-être qu'il y a des gens qui savent pas vraiment que ça existe ou tu sais qu'on peut regarder sur Internet puis que souvent ils sont écrits. Là. Oui, absolument. Fait que c'est toujours une bonne ressource. Ou sinon, tout simplement, si vous connaissez des gens qui ont déjà lu le livre, juste ça, c'est la meilleure façon aussi. Là. Dans le fond, s'il y a quelque chose qui est abordé que pour vous, ça vous met mal à l'aise, ben tu sais, il y a tellement de bons livres dans la vie que vous n'êtes pas obligé de vous infliger ça. Des millions, des milliards même de livres. C'est ça, ça vaut pas la peine de lire quelque chose qui va, tu sais, nous faire du mal. Là. Exact. Fait que ça faisait pas mal le tour pour aujourd'hui. Exactement. Vraiment un bel épisode avec plein de recommandations. Oui, beaucoup de recommandations pis tout ça. Fait que, ben, merci beaucoup de nous avoir écoutés encore une fois. Puis il nous resterait comme un épisode pour 2024. Fait qu'on peut peut-être vous faire un petit recap de notre année de lecture. Oui, effectivement. Avec nos
prochains objectifs, les livres qui sont sur notre radar, des petits trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Les livres, nos palmarès de l'année, des choses comme ça. Ouais. Fait que voilà, c'est ce qu'on vous réserve là, pour le dernier épisode de 2024. Mais sinon, on vous souhaite un bon début des fêtes, préparation tranquillement. On se reparle dans 2 semaines. Voilà, à dans 2 semaines. Salut tout le monde!